Nous sommes le mardi 16 mai 2023 et vous écoutez l'émission spéciale consacrée aux optiques Sony de la 6e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, c'est émission spéciale et on retrouve une nouvelle fois la team Sony autour de la table. Après une première émission en saison 3 dédiée au Sony A7 IV, une seconde émission en saison 5 dédiée au Sony A7 R5, on s'intéresse aujourd'hui aux objectifs Sony et à leur philosophie One Mount. Nous retrouvons donc autour de la table notre Fabrice Abouaf national qui est accompagné d'un photographe que l'on connaît bien, Christophe Brachet, qui était déjà venu à nos micros en saison 3 nous parler de son métier de photographe de plateau pour le cinéma. Installez-vous confortablement et plongez avec nous dans l'univers passionnant des objectifs Sony. Et voilà, c'est parti, première émission spéciale de la saison 6, mon cher Benjamin. On retrouve Sony, quel plaisir, et on a beaucoup de choses à dire parce que les optiques, c'est un sujet qui est vaste. Ouais, vaste monde, et puis mine de rien, la gamme hybride de Sony, elle est pionnière, donc il commence à y avoir du monde. On va avoir 67 ou 68 optiques déjà au catalogue, plus 69, 70, Fabrice, notre Fabrice national. Combien Fabrice? Alors j'ai fait mes comptes quand même avant de venir, donc il y en a 72 parce qu'on compte aussi les téléconvertisseurs et les compléments optiques. Bon Fabrice, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te retrouver, t'es un peu chez toi maintenant ici. Merci déjà, et puis c'est toujours très agréable de venir parler, échanger dans cette émission. Alors pour ceux qui vivraient sur une autre planète, je vais quand même vous présenter Fabrice Abouaf. Tu es actuellement Senior Product Manager Digital Imaging chez Sony France. Cela fait plus de 15 ans que tu travailles dans l'industrie de la photographie après une formation dans la prestigieuse École nationale supérieure Louis Lumière. Tu seras la voix de Sony aujourd'hui dans cette émission spéciale. Tout à fait. Et Christophe, on est très content de te recevoir pour la première fois dans notre studio. On a déjà fait une émission ensemble en saison 3, mais là, c'est un vrai plaisir de t'avoir autour de la table. Comment vas-tu ? Ça va très bien et merci de m'accueillir ici. C'est un magnifique studio. Merci beaucoup. Alors, je vais te présenter également à nos auditeurs. Donc, tu es un photographe autodidacte. Tu as commencé ta carrière comme professeur de sport en Martinique et tu fais tes premières images sous l'eau. Poussé par ton rêve de travailler dans le cinéma, tu t'installes pour tes 32 ans à Paris et tu te fais repérer par un certain Dominique Besnéard qui te donne ta chance comme photographe de plateau sur un long métrage. Depuis, tu travailles avec des grands noms du cinéma français, comme par exemple Guillaume Canet dans le dernier volet d'Astérix, Nicolas Bedos sur le dernier volet d'OSS 117, Cédric Lapiche sur la série 10%, Anne Fontaine ou encore Clovis Cornillac. Tu es ambassadeur Sony depuis 2011 et président de l'association PFA, photographe de films associés. Parallèlement à ton activité de photographe de plateau, tu es aussi réalisateur, tu signes plusieurs courts-métrages et naturellement des making-of, toujours dans le domaine du cinéma. Est-ce qu'on est bon, Christophe? C'est très bien. Bon, parfait. Sur quel film tu bosses en ce moment? Alors là, en ce moment, je ne travaille pas parce que je travaille sur un projet personnel de création de studio photo à Lacanau. Le premier studio photo éco-responsable de France. Vas-y, raconte-nous rapidement en quoi ça va consister. L'idée, ça serait de créer un studio photo qui soit une maison autonome, donc qui soit autonome en énergie, donc un studio photo autonome en électricité, en eau, parce qu'il faut de temps en temps aussi avoir de l'eau dans un studio photo, et donc une maison passive. Qui serait dans un endroit assez atypique. Alors, je ne sais pas si le projet va voir le jour. En tout cas, je le construis et je le présente au maire de Lacanau. Et l'idée, c'est que quand on vient dans ce studio, on se sent extrêmement bien parce qu'on est dans un cadre rempli de nature et de verdure. Et en plus, on est dans un lieu qui est complètement atypique et qui montre l'exemple aux générations futures. On a deux doigts et on va faire des retraites photos dans le studio de Christophe à Lacanau. Benjamin. Puis c'est dans l'air du temps. Non, tu peux nous dire un mot sur l'association PFA,
photographe de film associé? Oui, exactement. C'est une association où on s'est regroupé plusieurs photographes de plateaux de cinéma pour essayer d'être en groupe, pour être un peu plus fort. Parce que c'est un métier extrêmement solitaire, hein, pour ceux qui ont entendu le podcast qu'on avait fait. Réécoutez l'émission. Et c'est vrai qu'on est très seul dans notre métier. On avait envie d'être un petit peu en groupe pour aussi défendre le métier et être un peu raccord les uns avec les autres, pour pas faire n'importe quoi. Donc c'est une association qui nous permet de nous regrouper, de parler des tarifs de manière assez intéressante et surtout de parler aussi à des photographes qui sont des jeunes photographes qui n'ont pas forcément la même filmographie que nous, pour leur dire on est là, si vous avez besoin d'aide pour les tarifs, pour le matériel, pour des conseils pratiques, n'hésitez pas à nous contacter. Bon, et de toute façon, moi je vous invite vraiment à aller écouter cette émission qu'on a fait. Ça commence à remonter un peu, mon cher Benjamin. En plein Covid, à distance. C'était en téléphone, je m'en rappelle. C'était au téléphone, ouais. En saison 3, où tu nous parles en long, en large et en travers de ton métier, avec des très beaux témoignages. Guillaume Canet, Dominique Messner, pour ne citer que. Et on vous propose d'écouter un court extrait de cette émission. J'ai toujours considéré le métier de photographe de plateau très important parce que c'est quand même un œil différent qui montre l'ambiance du tournage, des instants arrêtés comme ça. Alors il y a les photos évidemment de making-of, mais donc qui sont très intéressantes de voir aussi dans la fabrication. Juste par une photo on peut voir d'ailleurs, il y a des très très belles photos de making-of qui ont été faites sur des tournages très importants et dont on se souvient et qui relatent très très bien l'ambiance du tournage. Mais au-delà de ça, les photos de plateau, si elles sont bien faites, elles apportent quelque chose en plus que le point de vue de la caméra. Et c'est toujours très intéressant d'avoir un angle, un axe différent de celui de la caméra. Et ce qui évite de faire que des photogrammes, comme font beaucoup de producteurs aujourd'hui, pour faire des économies, de faire que des photogrammes. Donc voilà, et moi c'est vrai que Christophe Brachet, c'est un photographe de plateau que j'aime beaucoup et avec qui j'aime beaucoup travailler, parce qu'on ne le voit pas, parce qu'on ne le sent pas, il est extrêmement discret, et c'est vraiment une grande qualité pour un photographe de plateau, c'est de se faire oublier en fait sur un plateau. Il n'y a rien de plus embêtant pour un acteur à la fin d'une prise d'avoir un photographe qui lui demande de rejouer la scène. C'est extrêmement compliqué ça pour un acteur quand il vient de donner quelque chose dans une émotion et tout et qu'on lui demande de refaire pour des photos. Il n'y a rien de plus crispant en fait. Donc voilà, moi j'adore travailler avec Christophe et voilà. Très beau témoignage de Guillaume Canet sur ton travail, Christophe. Pour terminer ces présentations, nous aurons également le plaisir d'entendre dans cette émission d'autres témoignages, ceux de Yann Salmon-Le Gagneur, qui est directeur marketing produits et solutions professionnelles à Sony Europe, de Francis Bompard, qui est également photographe ambassadeur et lui spécialisé dans la couverture de sports d'hiver, et enfin d'Olivier Schmitt, qui est vidéaste et également ambassadeur Sony. Alors, pour commencer, Fabrice, j'aimerais qu'on prenne une petite machine à remonter le temps, qu'on retourne dans le passé pour essayer de retracer dans les grandes lignes, finalement, l'histoire de Sony et des optiques depuis les débuts de la photo numérique, en passant par la période des réflexes et jusqu'à l'arrivée de cette fameuse monture E et de la philosophie One Mount. On vous propose d'écouter le témoignage de Yann Salmon-Le Gagneur à la tête du marketing de Sony Europe. En fait, Sony n'avait pas racheté à l'origine Minolta dans son intégralité, mais avait acheté la monture A et la technologie qui va avec. Donc ça a démarré effectivement en 2006 avec l'Alpha 100 et en fait le gros challenge, c'est qu'il a fallu pour Sony relancer toute une gamme d'optiques qui existait déjà, mais sous une nouvelle marque, un nouveau design. Je crois, si je me rappelle bien, en 2 ans, il y a plus d'une trentaine d'optiques sur la monture A, donc c'est la monture ex-réflexe de l'époque Minolta, de la série qui s'appelait Dynax en France, qui s'appelait de manière assez amusante Alpha au Japon. Donc le nom Alpha existait déjà à l'époque sur la monture sur la monture A, mais uniquement au Japon. Comme l'entreprise n'a pas été rachetée dans son intégralité, il n'y a pas eu un transfert à 100% des effectifs de chez Minolta chez Sony.
Plus de ça, Minolta, qui était à l'époque fusionné avec Konica, ça faisait Konica Minolta, était aussi sur d'autres segments d'activité. Et en fait, ils ont récupéré des éléments stratégiques de l'entreprise Minolta. Donc, il y a eu effectivement toute la partie R&D de Minolta a été intégrée, et certaines personnes dans les fonctions marketing ou vente dans les pays ont été également intégrées. Ouais, Carl Zeiss, c'est on va dire une association entre deux marques. Carl Zeiss, c'est bien entendu un fabricant optique allemand extrêmement réputé. Donc à l'origine, quand Sony commençait ses balbutiements, on va dire, dans la photographie numérique, donc même avant la monture A, la notoriété de Sony en termes d'opticien n'existait pas, et puis la connaissance en optique était évidemment relativement faible. Donc cette association à cette époque-là était primordiale pour Sony, pour l'image de marque, mais aussi pour acquérir la connaissance aussi qu'il fallait avoir sur les optiques. Quand on est passé à l'objectif interchangeable, donc sur la partie réflexe, Carl Zeiss était aussi importante, car il n'y avait pas de série, à part la série G, qui avait le tampon, l'estampillage de haute qualité. Sony n'avait toujours pas cette reconnaissance comme Minolta avait pu l'avoir en termes d'opticien. Et la manière dont ça s'est passé, et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a été un estampillage qui était fait où la formule optique était développée par Carl Zeiss en termes de calcul optique, mais la production était assurée par Sony avec un contrôle de Carl Zeiss. Si on peut parler tout de suite de la monture E dès maintenant, qu'il faut bien comprendre, c'est que ça a été une évolution drastique de concept de ce qu'était une optique autrefois. On est passé des montures mécaniques à des montures que j'aimerais appeler intelligentes, électroniques intelligentes. Et aujourd'hui, la communication entre l'optique et le boîtier est absolument énorme. Et c'est là où tout l'enjeu de la monture E était importante, était d'avoir la capacité d'utiliser l'information qui provient de l'optique, et bien entendu qui va être comprise par le boîtier et analysée par le boîtier pour en faire quelque chose, et derrière commencer à créer des fonctionnalités qui n'existent pas autrefois et qui n'étaient pas possibles autrefois. On a vraiment de la chance d'avoir Yann à l'Europe qui a connu cette période de transition, puisqu'il était chez Minolta avant, et on a la chance qu'il parle français. C'est une véritable bible pour Sony, Yann. Oui, c'est toujours extraordinaire de discuter avec Yann, qui est un ami d'ailleurs au passage. Et puis quand il était chez Minolta, je travaillais aussi pour lui avant que ça soit racheté par Konica. Donc on se connaît depuis très longtemps, mais toutes les informations qu'il vient d'apporter là sont extrêmement intéressantes pour remettre dans le contexte d'où vient Sony, quel est le lien entre Sony et Minolta, et pas seulement sur les objectifs, puisqu'en fait l'histoire elle est commune, boîtier et optique. Bien sûr. Mais non, c'est extrêmement intéressant de comprendre que Alpha, ça existait déjà au Japon et que c'est pas sorti de nulle part, même si les marques sont souvent différentes des fois entre Asie et Europe, US. Et puis de comprendre la genèse de la légitimité de Sony au niveau de la fabrication des objectifs. C'est très intéressant de comprendre que l'association Zeiss-Sony, Carl Zeiss-Sony... On comprend mieux pourquoi il y a Carl Zeiss griffé sur certaines optiques Sony. Parce qu'effectivement, il y a des cahiers des charges. Alors sur les montures A, bien sûr, mais sur les montures E, qui sont bien sûr plus récentes, là où Sony a commencé à prendre vraiment toute l'ampleur avec les G-Master, puisqu'elles sont sorties pas très longtemps après, la triade 1635, 2470, 70-200 de 8 G-Master. Et effectivement, voilà, en fait, ça a été cette passation de compétences, cette validation de compétences fabriquée par Sony, cahier des charges Zeiss, puis fabriquée par Sony, cahier des charges Sony. Donc on comprend bien cette dynamique. Alors évidemment, on va s'intéresser aux optiques en monture E dans cette émission. On aurait pu remonter encore plus dans le passé, évidemment, en optique avec Sony, à l'époque du Mavica, ne serait-ce que pour parler de ça. Mais bon, en gros, il y a quand même deux dates qui sont clés. 2006, on l'a vu, le rachat de la branche photo de Konica Minolta et l'arrivée de Sony dans l'univers du réflexe. Et puis, un peu plus récemment, mais ça commence à dater aussi, 2010 et l'arrivée de la monture E avec les deux premiers hybrides APS-C signés par Sony, les Nex 3 et les Nex 5. Cette monture E, elle a une philosophie qui va avec et vous appelez ça la philosophie One Mount. Est-ce que tu peux nous traduire le concept de la One Mount ?
Oui, bon, en fait, le concept est assez simple, c'est d'avoir une monture la plus universelle possible. D'accord? Alors, on reste chez Sony, donc on reste dans un système Sony, mais le système Sony, c'est aujourd'hui quand même malgré tout le plus large, puisqu'il va toucher des boîtiers photo, des boîtiers APS-C, des boîtiers plein format, des caméras professionnelles en vidéo. Donc c'est un système très large. Ça touche après, en termes d'optique, notre gamme de 72 optiques aujourd'hui. Et puis ça touche aussi des marques tierces pour lesquelles Sony a ouvert la monture. Je crois que je les avais comptés, mais je crois qu'il y en a plus de 70 largement. Ça double le nombre de... Donc ça crée un écosystème extrêmement large. Bien sûr, on souhaite plus vendre nos optiques Sony, mais elles sont différentes de ce que peuvent proposer les autres. Oui, parce que quand on parlait du nombre tout à l'heure, on précise bien qu'on ne Oui, parlait que des optiques fabriquées Sony. On par l'a pas Sony dit, et mais vendues par Sony. il y a de nombreuses marques qui en proposent. C'est unique d'une certaine façon, parce que vous avez lancé la monture en 2010, vous l'avez ouverte en 2011. Oui. Donc dès le début, on était dans ce mood-là, quoi. Oui, je pense, j'ai pas la réponse officielle, en gros, de Tokyo pour savoir pourquoi ils l'ont ouvert à cette époque-là, mais je pense que le but du jeu, de One Mount, c'est justement quelque chose qui soit très universel et qui devienne l'écosystème un peu, le plus intéressant, le plus ouvert du marché sur la partie photo, vidéo, numérique. Donc je pense qu'aujourd'hui, le pari est extrêmement tenu. De par justement le nombre de fabrications, le nombre d'objectifs au total disponibles sur le marché. Parce que de manière concrète, pour les auditeurs, ça veut dire qu'une optique APS-C monture E sera adaptable sur un boîtier 24-36 monture E, même si ça n'a pas grand intérêt. Mais l'inverse sera préférable. Par exemple, une optique dédiée au 24-36 monture E sera adaptable sur un APS-C monture E. Donc, une monture pour toutes les optiques, quoi. Alors, cette monture-là, effectivement, quand elle a été conçue en 2010, Arthur, tu disais très justement, on n'avait que des boîtiers à capteurs APS-C. D'accord? Les NEX. Les NEX, effectivement, un capteur Super 35. Mais on retrouve facilement les articles aujourd'hui. Dès sa conception, cette baïonnette, elle a été souhaitée pour pouvoir accueillir au plus juste un capteur plein format. Pourquoi faire une baïonnette pas beaucoup plus large pour pouvoir être plus confortable? C'était justement pour pouvoir avoir un boîtier qui peut être vraiment petit. Et si la baïonnette est très grosse, c'est plus confortable, mais effectivement. Donc là, ça a été vraiment le choix du compromis le plus universel pour pouvoir arriver à atteindre des dimensions compactes et petites, aussi bien pour un boîtier APS-C que pour un boîtier plein format. Donc elle a été designée comme ça. Et effectivement, tu le dis très justement, on a une gamme dans les objectifs plein format et on a une gamme APS-C. Je crois qu'on a une bonne vingtaine d'optiques APS-C. La monture ne change pas. Ce qui va changer, c'est la formule optique et sa capacité à projeter une image, soit sur du plus grand plein format, soit sur du plus petit. Alors, c'est clair qu'une optique plein format pourra être utilisée via une conversion de focale d'1,5 sur un boîtier APS-C. L'inverse peut aussi se faire, mais on va dire que la partie de l'image qui sera utilisable sera un crop APS-C sur le capteur. Le boîtier reconnaîtra automatiquement. Donc, il y a quand même malgré tout des logiques à surveiller. Alors du coup, tu l'as dit, 72 modèles d'optiques différents au catalogue. C'est assez impressionnant. Vous avez été les premiers à vous lancer sur le domaine de l'hybride. C'est donc naturel que vous ayez la gamme la plus étoffée maintenant. Enfin bon, 72 optiques, il faut quand même un peu s'y retrouver. Comment finalement est segmentée la gamme d'optiques Sony? Alors aujourd'hui, la gamme est assez claire. C'est-à-dire qu'on va avoir différentes gammes d'objectifs. Le G-Master étant aujourd'hui chez nous le plus haut de gamme, la meilleure qualité d'optique, les meilleurs systèmes autofocus, la meilleure luminosité. Avec tout un travail de la lentille elle-même, sur le polissage pour arriver à avoir un bokeh, un flou d'arrière-plan extrêmement propre, des vitesses de mise au point très intéressantes, etc. Voilà. Donc ça, c'est la gamme G-Master. C'est souvent les zooms à 2.8, c'est les objectifs à 1.4 ou à 1.2. Voilà. Ensuite, on a la gamme G, qui est, on va dire, une alternative avec une très très haute qualité d'image. Des fois, ça peut tenir la dragée haute à un G-Master, sauf qu'on sera un poil moins lumineux, on sera un peu plus petit, un peu plus léger, et on sera aussi moins cher. Donc c'est une alternative sur des focales similaires, des fois un peu différentes, mais similaires, pour avoir un sac à dos un peu différent. Et ça sera le 2405 f4, le 2070 G f4 qu'on vient de sortir. Et tu peux avoir des G APS-C, ça veut dire.
Alors, c'est récent, mais oui, on a quelques optiques G APS-C, effectivement. Mais avant, ce n'était pas courant. On n'a pas de G-Master en APS-C. Non. Donc, voilà, exactement. Et ensuite, on a les objectifs Zeiss. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de nouveauté sur la gamme Zeiss. C'est Sony qui prend, bien sûr, le relais. Mais effectivement, on a encore quelques objectifs Zeiss qui correspondent un peu au niveau de qualité des G. Mais avec une patte et une formule optique Zeiss, comme l'a dit Yann tout à l'heure, c'est cahier des charges Zeiss, fabrication de Sony. Et puis après, il y a les optiques Sony, qui sont souvent des optiques moins chères, on va dire sans bague de diaphragme, avec un système autofocus plus classique, mais qui sont souvent extrêmement bonnes. Extrêmement légères, et elles sont estampillées Sony, mais pas forcément G ou G-Master ou Zeiss. Donc, et c'est souvent le standard qui va aussi avec le boîtier. Donc, on a toute cette panoplie-là dégagée en focale fixe et bien sûr en zoom. Et on va, je crois, du 12 mm en plein format jusqu'au 600, jusqu'au 1200 si on rajoute le doubleur. Voilà, ça fait une jolie panoplie. Puisqu'on est en pleine technique là et dans le déchiffrage des sigles, parfois on lit E ou FE. Alors, FE, c'est pour le plein format, mais est-ce que ça apparaît des fois sur les optiques ou comment on s'y retrouve? On est consommateur, on veut s'offrir une optique plein format, comment on est sûr qu'on achète bien une optique plein format? Alors, c'est toujours marqué dessus. C'est-à-dire que soit sur la bague sur le côté, soit sur la bague au niveau de la lentille frontale. Donc, quand vous avez une optique, en général, c'est FE ou E. On commence par ça. Donc, E, c'est monture E non plein format. C'est la première. FE, c'est full frame e-mount. FE. Donc, dès que ça commence par FE, c'est plein format. Ensuite, on a les valeurs focale fixe ou zoom, 20, 70 mm. F4, F1.2, F1.4, etc., c'est l'ouverture. F4, 5, 6, etc. Et ensuite, derrière, on va avoir en général G, GM pour G-Master, Zeiss ou ZA pour Zeiss ou rien. Ensuite, on va avoir les OSS. Qui n'est pas le film. Qui n'est pas le film. Donc, pour Optical Steady Shot, donc là, pour le coup, ça veut dire que l'optique a un système de stabilisation intégré interne, sachant qu'aujourd'hui, pour être très clair, tous nos boîtiers sont stabilisés par le capteur. Et aujourd'hui, voilà, on peut très bien avoir une optique non stabilisée. Tout est pris en charge par le capteur et ça se fait très, très bien. Et puis, voilà, après, j'ai à peu près tout dit sur la nomenclature des noms. Alors, il y a aussi une segmentation qui est hyper importante à comprendre, c'est celle du prix, finalement, qui se fait un peu naturellement en fonction des niveaux de qualité, des performances, des objectifs. On se fait la réflexion souvent avec Benjamin à ces micros au cours des Flash Actu. On est toujours très impressionné par les prix extrêmement chers des optiques les plus prestigieuses, mais on peut trouver aussi des équivalents beaucoup plus abordables. Je prends un exemple typique, le 50 mm, qui est la focale fixe un peu incontournable pour de très nombreux photographes. Vous en avez quand même 4 au catalogue. Un 50 mm 1.8, un 50 mm 2.5 G, tout ça en 24-36, un 50 mm 1.4 et un 50 mm 1.2, allant d'un côté 239 € à 2299 €. Il peut y avoir plus de 2000 € d'écart entre deux 50 mm. Bah oui, tu vois. Ça fait combien de lentilles d'écart? Alors, d'abord, il y en a 7, je crois. Il y en a 7 parce que on met dans la catégorie des 50 le 55 f1.8 Zeiss aussi, qui est une optique remarquable. Qui était un des premiers. Voilà, donc, mais globalement, on en a 7, c'est énorme. Et c'est vrai qu'on vient d'en sortir 2 récemment. Le 50 f1.2 G-Master, qui est exceptionnel, et une optique... qui est petit pour un 50 la formule optique est juste incroyable à l'intérieur, et on pourrait discuter longuement sur comment on arrive à faire des formules optiques aussi incroyables que ça. C'est pas que optique, c'est électromécanique aussi. C'est grâce au système de motorisation XD, les petits moteurs autofocus, qui sont tellement petits aujourd'hui qu'on peut les mettre n'importe où dans l'objectif. C'est eux qui déplacent les groupes de lentilles. C'est eux qui déplacent. En général, on en met 2 sur un groupe de lentilles pour l'autofocus, 4 si on a 2 groupes de lentilles séparés qui bougent en opposition. Et comme ils sont... Enfin, ça, c'est quelque chose qui est unique et qui est que chez Sony. C'est-à-dire, on sait très bien que aujourd'hui, les fabricants cherchent à rattraper ces types de motorisation, mais on ne sont pas encore là. Et effectivement, ça, c'est la clé de la nouvelle formule optique. En fait, ce sont des nouvelles formules optiques. Donc, on a le 50 f1.4, que tu as pris, Christophe, en main. D'ailleurs, on pourra en reparler tout à l'heure. Pourquoi tant de 50 ? Parce qu'il y en a un qui est pas cher du tout, qui est souvent l'objectif école. Il y en a un qui va être macro,
donc c'est un usage un peu différent. Il y en a un, c'est un petit compact série G avec une bague de diaphragme, finition métal, couvre à 2.5, qui est vraiment une petite perle et qui est plutôt chic à utiliser avec l'Alpha 7C. Le retour des bagues de diaph, ça aussi c'est une tendance, mais c'est bien. C'est aussi une ergonomie de prise de vue. C'est un kiff. Perso, moi, c'est un kiff. C'est l'essence de la photo aussi. C'est un plaisir d'utilisation, on va dire. Voilà. Et après, le 50 f1.2, là, pour le coup, c'était effectivement des optiques exceptionnelles. Je pense qu'il faut qu'on en ait dans notre gamme. On avait un 135 f1.8 qui était exceptionnel, le 50 f1.2 l'est aussi. Et on a récemment sorti le 50 f1.4 qui a une autre mission, pour le coup, d'être un peu moins cher, d'être à 1.4 et surtout d'être dans des dimensions et des poids similaires entre le 24, le 35 et le 50, avec les mêmes diamètres de fil. L'homogénéité. Donc en fait, oui, ça fait peut-être, on se dit pourquoi 7, c'est pas raisonnable, mais en fait, il y a vraiment des niveaux de prix différents, des niveaux d'exigence différents et des niveaux d'usage complètement différents. Bon. En parlant d'usage, justement, Christophe, on t'a pas encore beaucoup entendu, on a parlé beaucoup de références, de machin. On était entre geeks, excuse-nous. Voilà. On va rentrer un peu dans le concret, parce que c'est très beau tous ces catalogues, mais il faut faire des photos avec. Après, arrive un moment donné. Toi, du coup, qu'est-ce que tu utilises dans ton métier comme optique ? Et pourquoi ? Alors, j'ai un peu utilisé toutes les optiques et j'ai eu un peu toute la genèse dont vous avez parlé, qui était assez intéressant d'ailleurs depuis l'Alpha 99, l'Alpha 900 même aussi au tout début avec les montures A. Et c'est assez intéressant de voir l'évolution. Et moi, dans l'évolution aussi de ma carrière et de mon métier, j'ai eu beaucoup de téléobjectifs au tout début pour après me diriger de plus en plus vers des focales fixes et pour n'avoir aujourd'hui que dans mon sac photo que des focales fixes. Donc, je ne travaille plus du tout au téléobjectif. Alors, c'est une raison essentiellement esthétique, bien évidemment, et aussi de rendu d'image que je trouve souvent beaucoup plus intéressant pour moi, un 24 fixe, un 35 fixe, un 50 fixe qu'un 24-70 de 8. J'ai pourtant vu un 135 dans ton sac G-Master. Exactement. Donc, superbe optique. Ouais, exactement. Donc moi, j'ai le 14, en gros, en optique, mon sac, il est assez simple. C'est 14, 24, 35, 50, 85 qui n'est pas une optique Sony. C'est la seule optique non Sony. Juste pour en parler 2 secondes, en fait, parce que le 85 G-Master, donc toutes mes optiques sont des G-Master, le 85 G-Master de chez Sony fait un peu de bruit. C'est une motorisation qui est justement un peu vieille. C'est une optique. Ça, c'est un sujet sur un plateau. Et ça, c'est un sujet pour moi essentiel. C'est effectivement la discrétion, le bruit. Et donc, c'est la seule optique que je n'ai pas de chez Sony dans mon sac parce que, du coup, elle fait trop de bruit. Donc, j'ai un 85 Batisse dans mon sac. Zeiss. Zeiss. C'est proche quand même. Donc, bon. Façon. C'est assez proche. Et je finis par un 135. Donc voilà, donc moi dans mon travail, j'affectionne particulièrement ça parce que j'aime aussi beaucoup changer d'optique et j'aime beaucoup me déplacer en tant que photographe. Donc voilà, je ne cherche pas la polyvalence en tout cas, moi dans mon travail, même si je l'ai cherché à un moment donné. J'ai eu d'ailleurs dans les optiques, notamment en G, une optique que j'ai longtemps utilisée parce qu'au tout début, on n'avait pas beaucoup d'optiques. Au tout début où c'est sorti, on avait 4 optiques, les Alpha 7. Et j'ai longtemps utilisé le 70-300 optique en G. Qui est une très très belle optique, pas très chère, je crois qu'elle doit valoir 700 ou 800 €. Et quand j'étais au 300 mm, j'avais un très joli bokeh avec cette optique. Donc en attendant le 135 qui est sorti tardivement, parce que moi j'avais un 135 à l'époque en monture A Zeiss, estampillé Zeiss, qui était juste magnifique avec mon Alpha 900. Et j'attendais de retrouver cette sensation-là. Donc, autant vous dire que quand le 135 G-Master est arrivé, c'était énorme pour moi. Et donc, voilà, donc tout l'historique est quand même très intéressant et tout ce que vous avez dit avant est quand même assez intéressant pour savoir où on arrive aujourd'hui. Et Fabrice disait que tu as testé le 50-1.4 parmi tous les 50 qui existent. Oui. Et quel serait l'intérêt alors d'aller sur un 50-1.4 quand tu peux avoir un 50-1.2 par exemple Eh ben, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai le 51.2 dans mon sac. J'ai les 2 optiques et j'ai gardé les 2. Et d'ailleurs, j'ai demandé quand j'ai testé le 50. Les deux, en fait. Alors, je vais choisir en fonction de ce que je veux faire en fait. Et ce qui est hyper intéressant dans ces 2 optiques, c'est bien évidemment la compacité. Quand le 51.2 est arrivé, j'étais impressionné déjà par sa compacité. Mais quand le 50-1.4 est arrivé, j'ai dit waouh. Et je me suis dit tout de suite, pour quelqu'un il n'y a pas une énorme différence entre un 2 et un 4, pour quelqu'un qui va vraiment chercher la légèreté, je prends un photographe qui par exemple a besoin d'avoir un sac photo assez léger, il va partir en montagne, il fait un mariage toute une journée, peut-être qu'il privilégiera du coup le poids, chose que moi je peux privilégier aussi à certains moments donnés selon les films sur lesquels je me retrouve.
et donc faire un choix par rapport à l'ouverture. Là, moi, par exemple, aujourd'hui, demain, j'ai un shooting organisé. J'ai pas pris le 51.4, j'ai pris le 51.2 parce que je sais que je vais dans un endroit assez petit, compact. Je vais pas beaucoup bouger, donc le poids, c'est pas forcément un inconvénient pour moi, mais j'ai besoin de beaucoup de diaph. Donc du coup, j'ai choisi cette optique-là. C'est du luxe, je l'entends. Mais honnêtement, elles ont ces deux optiques du sens. J'ai souvent lu sur Internet beaucoup de critiques. Je trouve qu'elles ont du sens, comme d'ailleurs toute la gamme des appareils photo chez Sony. Souvent, les gens s'y perdent. Non, si vous y intéressez 2 secondes, il y a des raisons à chaque boîtier, en fait. Et je pense que ces optiques, elles trouveront leur acquéreur justement en fonction de l'utilité que vous en avez. Et le poids, pour moi, c'est quelque chose... En tant que photographe, j'ai un certain âge et donc je recherche effectivement la compacité. C'est quelque chose qui est très important pour moi et Sony a fait d'énormes progrès sur ça. Donc ce 51.4 pour moi il est super intéressant et puis comme l'a très bien dit Fabrice, cette fameuse trilogie, elle est incroyable. Le témoignage de Guillaume Canet qu'on a entendu tout à l'heure, tu sais, qui te dit que tu t'es pas visible, t'es invisible, personne te sent, on te voit pas. Et je trouve que c'est ça peut être une philosophie assez incroyable, c'est-à-dire d'aller prendre les images là où elles sont, comme elles sont en vrai. Et voilà, alors moi je suis pas photographe, hein. Moi je fais la photo de famille, c'est différent, mais je suis très sensible à ça. Et je trouve qu'effectivement le choix de son optique, le choix de son poids, le choix de sa discrétion, le choix de sa fluidité, c'est-à-dire la symbiose qu'il a avec le boîtier, le fait que tout devient facile, c'est essentiel. Voilà. Et tous les ingénieurs chez Sony, on a la chance de les voir quand même de temps en temps, ils viennent nous visiter, des fois on va les voir, ils nous parlent beaucoup de ça. La technologie qu'on a à l'intérieur des boîtiers, des optiques, elle est faite que pour être au service du photographe, que ça soit le plus transparent, fluide possible, le plus rapide possible. Et j'aime bien dire une petite phrase en laquelle je crois vraiment ces derniers temps. Avant, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on était un peu surpris d'avoir réussi à faire une image nette, disant « Ah ouais, celle-là, je l'ai eue, j'ai de la chance, parce que l'oiseau allait vite, etc. » Là, demain, et ce qu'on est en train d'écrire aujourd'hui, c'est on sera surpris d'avoir une image floue. C'est ce qu'on disait avec la FS7R5, oui, mais c'est vrai que tu arrives à des niveaux de performance de l'autofocus qui font que ça devient difficile de rater une image. Hein. Si tant est que tu aies activé l'AF. Exactement, non, mais on peut toujours rater, mais ça devient de plus en plus difficile d'en rater une, et ça marche que si l'optique devant tient ses promesses en termes de réactivité par rapport à l'algorithme du boîtier, d'où cette notion de fusion. Du coup, Fabrice, dans ces 72 optiques au catalogue, est-ce qu'il n'y en aurait pas une ou plusieurs qui te sont particulièrement chères ? Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Une ou deux. Hein. Alors, je te dirais, c'est toujours la prochaine. Non, c'est pas vrai. Le prochain 85 mm. Alors, ça, tu verras bientôt. Bientôt. Dans les zooms, c'est clair que je suis très, très intéressé par le 20-70 qu'on vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Parce que je trouve que c'est... F4. Hein. Oui, F4G, 20-70 F4G, parce que je trouve que cette extension de focale de 24 à 20, je la trouve extrêmement précieuse. Voilà, moi qui navigue sans doute comme beaucoup de gens en zoom entre un 16-35 et un 24-70 pour de la photo un peu de voyage, pour de la photo un peu de paysage. Moi j'aime bien photographier en montagne tout simplement, quoi, en tant que touriste. Donc je trouve que le 20-70... Voilà, j'aime beaucoup. Après, en focale fixe, j'adore la focale fixe. Je suis très 24 mm. Je suis extrêmement fan d'un 24 mm f1.4G Master. Sauf qu'effectivement, c'est pas la première fois que je le dis, mais je suis aussi fan de l'Alpha 7C, qui est un boîtier plus petit et compact avec le viseur sur le côté. Moi, j'adore cette philosophie de prise de vue. Et effectivement, dans cette optique-là, je préfère des objectifs un peu plus petits. Donc, c'est clair que je suis très focalisé sur le 24G, série G, avec sa bague de diaph, qui est tout petit. Alors, je suis toujours en train de me dire, quand même, le 1.4, ça, j'aime bien quand même, parce que ça me permet de ressortir des choses en intérieur. Mais voilà, mais je suis entre les deux. Et toi, Christophe ? Alors moi, j'ai beaucoup d'optiques que j'affectionne, mais celle que j'utilise principalement, c'est le 135 G Master en 8. Qui est mon optique favorite depuis très très longtemps, depuis qu'elle est sortie d'ailleurs. Et je me découvre l'envie de refotographier depuis que les 2.50 sont sortis. Je ressors beaucoup plus mon 50 mm et du coup, je me rapproche un peu plus. Moi, je suis un photographe qui aime être
Donc, comme un peu Guillaume l'a dit, je suis très discret. J'aime aussi être très loin. Même quand je fais des portraits, j'ai toujours photographié au 135. À l'époque de la monture A, j'étais déjà en 135. Et là, je me prends à un jeu depuis que le 50 est sorti, un 2, en fait, à me rapprocher un peu des gens. Ce qui n'est pas mon habitude d'habitude, mais je prends tellement de plaisir à utiliser ces deux optiques, le 51.2 et le 51.4, que je vais plus au contact. Tiens, mais je rebondis 2 secondes là, du coup. Mais quand on est photographe de plateau, faut pas se mettre à la même focale que celle qui est utilisée par la caméra? Et bien justement, non. Enfin, moi, en tout cas, dans ma façon à moi de photographier, non. Avant, les photographes plateau faisaient effectivement sensiblement la même chose que la caméra, parce qu'il n'y avait pas de photogramme. Mais depuis qu'il y a des photogrammes, c'est-à-dire des copiés écran de la caméra, Ok. je pense que mon métier a du sens si on ajoute une plus-value à ce photogramme. Et donc, moi, je cherche toujours, c'est pour ça que c'est ce qu'a un peu dit Guillaume au tout début de l'émission, je cherche toujours des points de vue différents, des focales différentes, un diaph différent. Je vais vraiment chercher l'originalité. Et puis, moi, je réfléchis toujours, pas comme le metteur en scène avec une image qui bouge à 24 images secondes, mais moi, je réfléchis en image arrêtée, je réfléchis en termes de promotion, en termes d'affichage, en termes de réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que des fois, je peux réfléchir même en verticalité, Ouais. alors que le metteur en scène ne réfléchit jamais comme ça. Donc, je vais chercher des choses qui sont totalement différentes et je pense que ce métier pourrait revenir beaucoup plus sur le devant de la scène si effectivement les producteurs et les distributeurs prenaient en compte tout ça. Malheureusement, on se bat aujourd'hui parce que ce n'est pas le cas. Allez, écoutez cette là émission. encore, oui, il faut la réentendre parce que on comprend pourquoi il faut défendre cette profession. Ouais. Oui, exactement. Ok. Alors, bon, c'est vrai que comme vous avez été les premiers à vous lancer dans l'hybride, vous êtes tout naturellement les premiers à développer une gamme d'optiques. Vous avez donc de l'avance vis-à-vis des autres constructeurs et très probablement la gamme la plus complète à l'heure actuelle sur le marché. Vous avez tellement d'avance que vous commencez même à sortir les V2 de certains objectifs. Par exemple, vous avez annoncé l'année dernière le 24-70 mm f2.8 G Master 2, alors que le premier était sorti il y a 6 ans, en 2016. D'après les premiers retours et tests de cet objectif, il semblerait que vous ayez fait particulièrement fort en termes d'amélioration des performances de l'optique. Pour comprendre comment vous avez réussi cet exploit, on vous propose de réécouter Yann, qui va nous dévoiler un peu la face cachée du développement du 24-70 mm f2.8 GM Mark II. Pour revenir un petit peu sur 2016, c'est une année clé pour la monture E chez Sony. Ce qu'on appelle la Trinité, donc le 1635, 2470, 70-200 version 2.8. Et donc à l'époque, il fallait que ces optiques soient très très fortes. Donc on a lancé ces optiques avec ce qu'on appelle les motorisations DD-SSM, qui sont les Direct Drive Supersonic Motors. Qui était à l'époque une révolution puisque les moteurs de l'époque étaient des moteurs supersoniques circulaires par la concurrence, et Sony était la seule marque à faire des moteurs, ce qu'on appelle linéaires, ce qui permet de faire bouger les lentilles d'une manière linéaire et pas les faire tourner, ce qui peut provoquer plein de difficultés en termes optiques. Et puis la deuxième innovation qu'il y avait, c'était les lentilles XA, qui sont les Extreme Aspherical Lens, qui était aussi une innovation avec une précision de 0,01 micron. Et donc tous ces deux composants étaient les composants principaux du lancement de la gamme G Master et notamment de cette Trinité. Pour le lancement de la série 2, donc on est déjà à la deuxième génération avec le 24-70 G Master 2 et le 70-200 G Master 2 en 2.8. Donc il y a eu un gros changement, ça a été l'arrivée d'un nouveau type de moteur qui s'appelle les XD Linear Motors. Donc c'est les Extreme Dynamic. Donc c'est des moteurs qui en fait qui ont un torque plus élevé, qui sont plus puissants, plus compacts, qui prennent moins d'énergie et et donc qui permettent de développer des optiques qui sont plus petites, qui sont plus réactives en termes d'autofocus. Et donc c'est une des raisons sur lesquelles on a beaucoup travaillé sur la partie motorisation de l'optique pour améliorer le poids et la taille des optiques. Après, il y a d'autres travaux qui sont faits sur la communication entre l'optique et le moitié, sur la partie un petit peu digitale, etc., sur lesquels je ne serais pas capable de répondre parce que c'est de l'ingénierie de très haut niveau pour pouvoir permettre d'avoir cette extrême résolution sur les optiques de la série 2.
Et donc, ça a créé cette génération 2 d'optique qui est, je crois, parmi les meilleures optiques, surtout le 24-70 Mark II, jugé comme un des meilleurs zooms qui ait jamais été fait dans le monde de l'optique, toutes marques confondues. Et donc, c'est extrêmement gratifiant pour Sony d'avoir ces résultats sur des optiques comme ça. Donc, il y a ce 24-70 2.8 Mark II, il y a un 70-200 2.8 Mark II également. La fameuse Trinité voudrait que la suite logique soit un 16-35 2.8 Mark II, Fabrice. Écoute, seul le futur nous le dira. Hein. Non, mais effectivement, ce qui est très intéressant dans ce qu'a dit Yann, et on en a parlé même aussi juste avant, c'est qu'aujourd'hui, voilà, il faut plus penser en se disant une optique extraordinaire, c'est avec des grosses lentilles très lourdes et avec un gros objectif parce que c'est très lumineux. Aujourd'hui, les données ont changé. L'ingénierie sur la partie optique, elle n'est pas que sur la partie optique, elle est sur la partie, comment on dit, électromécanique, donc toute la partie motorisation. Et c'est que parce que on a atteint ce niveau de qualité et d'expertise dans les moteurs magnétiques linéaires XD, qui sont petits, puissants, qu'on a pu avoir l'opportunité de les mettre à d'autres endroits dans la formule optique. Donc, ça ouvre des possibilités de nouvelles formules optiques impossibles auparavant. Ça, c'est cette avance-là que les ingénieurs optiques chez Sony ont et qui est très précieuse pour nous et qui effectivement, c'est un énorme travail et qui permet donc d'avoir, par exemple, le 24-70 GM Master 2, il est, je crois, 20% plus léger que son prédécesseur. 695 grammes contre 886 grammes. Si ça se trouve, mais c'est tout même comme plus le que 70-200 GM2, il 30%. est incroyablement et 16 compact. 16 quoi. mm plus compact. C'est fou. Voilà. Donc on arrive à faire ça. Alors qu'il a plus de lentilles dedans. Oui, mais après, les lentilles sont pas forcément tout en verre aujourd'hui, on le sait bien. Ouais. On a des matériaux qui sont incroyables aussi. Et donc, on peut faire des lentilles plus fines aussi. Donc, c'est tout ça. C'est dans le 16-35 f4 Power Zoom série G, il y a 6 moteurs XD. 6 moteurs XD. Il y en a 4 pour le zoom, 2 pour l'autofocus, parce que c'est un power zoom. Donc, il faut comprendre qu'en fait, la solution, elle est là. C'est dans l'ouverture d'esprit de créer des nouvelles formules optiques avec un système de gestion de l'autofocus extrêmement performant. Et voilà, donc le 24-70G Master, en plus, le centre de gravité est ramené vers le boîtier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un objectif qui est très plébiscité, parce que à utiliser par rapport au G Master 1, c'est juste une révolution. Et en termes de vitesse autofocus et de piqué, elle est juste incroyable. Le nouveau 70-200 de 8, G Master 2, il n'a pas beaucoup changé de taille parce que les ingénieurs ont décidé qu'il fallait que le zoom se fasse en interne. Il a changé de poids énormément. Mais il a perdu 30% de son poids et pareil, le centre de gravité est ramené vers l'arrière. Et il est incroyablement véloce, il a un piqué incroyable. Donc tout ça sont des avancées normales. Il fallait sortir G Master 2 avec la technologie qu'on maîtrise maintenant des moteurs linéaires. Il fallait ressortir des nouvelles formules optiques. Et on va continuer, bien sûr, dans cette direction. Et c'est intéressant parce qu'on dirait un nerf de la guerre là, qui est atteint, alors que quand la concurrence est arrivée avec des diamètres de monture plus larges, il a été dit que, par exemple, il y aurait des limitations par rapport à la monture E, qu'il ne pourrait pas y avoir des ouvertures à 1-2, ce qui a été finalement le cas, ça a fini par arriver. Mais finalement, le nerf de la guerre, c'est ça, c'est ces innovations-là. Alors oui, l'innovation, effectivement, de ce côté optique, formule optique couplée à l'électromécanique, c'est notre ingénierie, c'est ce qu'on sait faire de mieux. Et effectivement, sur l'histoire de la monture, au moment, ça fait maintenant un peu plus de 4 ans que tout le monde, qu'on n'est plus les seuls sur l'hybride plein format. Et nos concurrents ont sorti des montures plus grandes. Alors certes, c'est sans doute plus confortable pour pouvoir créer des objectifs de toutes les façons. Maintenant, effectivement, on a choisi encore une fois, depuis 2010, la conception de cette monture-là, une monture qui permette aussi d'avoir des boîtiers vraiment plus petits, vraiment plus compacts. On pense que c'est vraiment la clé de pouvoir être invisible sur un tournage, de pouvoir être discret et prendre les photos dont on a besoin. La taille du matériel ne fait pas la qualité de l'image. Et c'est ça, effectivement, la clé. Mais aujourd'hui, cette monture-là, effectivement, nous permet quand même d'aller chercher des très, très belles ouvertures. Alors, on n'ira peut-être pas vers du 0,7, parce que ça reste improbable, mais malgré tout, voilà, il n'y a pas de limitation particulière. Et petite parenthèse par rapport à ce que tu dis sur la taille du matériel, est-ce que c'est pour ça qu'il n'y a pas de boîtier Pro Sony avec un grip intégré ?
Ça participe de cette logique-là? Probablement. J'ai pas la réponse officielle de Tokyo, mais on a des grippes qui fonctionnent très bien, qui peuvent effectivement simuler, faire en sorte que le boîtier ait la taille d'un monobloc aujourd'hui. Mais clairement, sans doute, la direction, c'est de considérer que la liberté du photographe, c'est aussi de pouvoir être plus léger et de peut-être pouvoir être plus discret. Et que voilà, c'est ça sans doute un des critères majeurs, le temps qu'effectivement que tout le monde l'accepte, de créativité. Fabrice, est-ce que finalement, avec l'arrivée de cette seconde génération d'objectifs, vous allez adopter la même philosophie que je trouve personnellement très chouette que vous avez sur les boîtiers, qui est de garder au catalogue les générations précédentes pour les proposer à un tarif un peu plus attractif. Comme voilà, on peut encore acheter un Alpha 7 III. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à acheter un 24-70 2.8 G Master 1? Oui, toujours. Toujours, c'est notre façon aussi de faire du commerce d'une certaine façon. C'est de pouvoir proposer différentes générations à des prix différents en fonction de leur cycle de vie. C'est pour ça qu'effectivement, on trouve encore un peu d'Alpha 7 Mark II, même s'il commence vraiment à pas être tout jeune celui-là. Mais on en trouve. Et attention, hein, c'est pas du stock. Hein. C'est pas du stock qui est conservé depuis 10 ans. Hein. C'est des boîtiers qui sont sortis de chaînes de production il y a 1 mois, 2 mois, le temps qu'ils soient fabriqués et qu'ils soient envoyés. Donc on est vraiment sur des produits neufs, fabriqués. Voilà. Sauf qu'effectivement, voilà, c'est un ancien modèle. Et il est beaucoup moins cher. Ça permet en fait à des personnes qui n'ont pas forcément 2000, 3000 pour démarrer en euros. plein format, c'est pas mal comme sur Un A7 Mark II, c'est quand même c'est pas très cher. Et puis ça permet de faire des photos incroyables et de commencer à goûter à ce que ça peut être le plein format. Bon, allez, on va rentrer un petit peu dans le concret maintenant et dans l'usage qu'on peut faire de ces objectifs. Christophe, peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer, de ton point de vue à toi, finalement, c'est quoi l'importance de l'optique pour toi, ton travail et finalement dans la qualité finale des images que tu vas pouvoir livrer à tes clients? Alors, l'importance de l'optique, elle est vraiment décidée par ce que le photographe veut faire et quel est le besoin qu'il a essentiellement. Donc moi, vu que je fais essentiellement du portrait, c'est vrai que je vais plutôt aller vers des optiques qui vont aller dans ce sens-là. Et je recherche souvent beaucoup de diaph, donc je vais demander à ce que mes optiques couvrent énormément. Donc voilà pourquoi aussi je vais vers des focales fixes, hein, donc le 135 1.8, un 85 1.8 ou le 50 1.2 récemment. Donc moi, c'est vrai que personnellement, je vais aller rechercher ça. Après, dans la polyvalence, ça m'est arrivé, même aussi pour la vidéo, d'aller rechercher ce fameux 24-70 2.8 qui est très intéressant aussi et qui m'offre cette polyvalence. Je peux prendre un exemple, par exemple, pour la plongée sous-marine, où le seul mariage que j'ai fait, ou si, un autre exemple assez intéressant, j'ai fait Fort Boyard pour les 30 ans. Okay. Ça, c'est un bon exemple, tiens. En tant que participant Non, en tant que photographe. Et ils m'ont contacté. Alors, ça m'a surpris déjà quand ils m'ont contacté. Je me suis dit, oh, dis donc, moi, je fais du cinéma, mais bon, pourquoi pas. J'ai regardé cette émission quand j'étais petit. Donc, pour les 30 ans, ils voulaient changer tout. Et donc, ils ont dit, est-ce que ça t'intéresserait de venir? Et je me suis rendu compte que là, je ne pouvais pas prendre mes optiques fixes et les changer, bien évidemment, parce que ça se tourne quasiment en direct. On court avec les candidats, donc j'étais quasiment tout le temps en 24-70. Et là, je me suis rendu compte de l'importance, comme un photographe de mariage, d'avoir cette polyvalence-là, en fait. Et ce 24-70, ça m'a énormément aidé. Est-ce que tu recadres jamais, tu utilisais l'Alpha 1, tu as quand même beaucoup de millions de pixels. Ouais, alors à l'époque, l'Alpha 1 n'était pas sorti, j'étais en Alpha 9. Moi, j'ai vraiment utilisé l'Alpha 9. C'est voilà, un peu limite. Donc, et je recadre très peu mes images, c'est vrai, je croppe pas beaucoup, donc voilà. Donc c'est vrai que la polyvalence m'a beaucoup aidé à ce moment-là. Mais après, en tant qu'amoureux de la focale fixe, effectivement, je vais moi-même bouger énormément et puis je vais choisir mon optique en fonction de ce que je veux faire. Donc moi, c'est vrai que le 135, pour moi, est l'optique parfaite et de rêve pour mes portraits. Et justement, le 135, on a l'impression, j'ai eu la chance de l'utiliser, qu'il y a un rendu vraiment propre, une colorimétrie particulière à cette optique-là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que quand tu choisis une focale fixe, il y a aussi, du coup, une couleur d'image que tu choisis? Ouais, effectivement, le rendu du 135 est un rendu vraiment très particulier que l'on avait d'ailleurs un peu à l'époque avec la monture A. Et le Zeiss aussi, on avait vraiment un rendu qui était totalement différent du reste du parc optique. Et on le retrouve un peu sur ce G-Master-là. Le piqué est absolument dingue, mais surtout le bokeh qu'il arrive à créer, ce 135, est quand même
assez fou. Et c'est vrai que moi, dans mes compositions d'images, je regarde énormément mes arrière-plans. D'ailleurs, des fois, les acteurs me disent « mais tu me regardes pas ». C'est assez marrant. Et parce que je regarde beaucoup en fait mes arrière-plans pour pouvoir me placer. Donc des fois, ça va se jouer à 50 cm un peu plus à gauche pour récupérer ça derrière, parce que je sais que mon optique va donner ça en fait sur mon arrière-plan. Notamment sur tous les portraits que je fais au Festival du film d'Angoulême depuis plusieurs années, je sais que mon placement va être hyper important en fonction de cette optique-là. Donc là, le choix de l'optique est très important par rapport à ça. Et je trouve que le bokeh du 135 mm, pour moi, est absolument dingue. Et je retrouve, avec le 51.2, je retrouve ce truc-là de retravailler mon backup, en fait, et de me dire, OK, mon background, pardon. Donc, de vraiment regarder mon arrière-plan, chose que je faisais pas trop avant avec un 50. Et c'est pour ça que je suis retourné un peu vers le 50 pour cette ouverture à 1.2 que j'attends sur un futur 85 sûrement. Je crois que ça a été bien transmis aux équipes de Sony France qui sont avec nous. On a entendu ta demande. Juste un tout petit commentaire. Je trouve ça, en fait, on se dit entre 51.4 et 51.2, il n'y a pas une grande différence. En fait, si. En fait, c'est d'abord il y a une différence de conception optique, mais la différence de bokeh sur l'image résultante, surtout dans les conditions dans lesquelles tu travailles, où tu travailles justement avec cette pleine ouverture-là, elle est essentielle dans certains types de photos. Donc, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant sur ce 50, parce que c'était un sujet intéressant tout à l'heure sur le 50, il y a beaucoup de 50 chez Sony, et pour moi, une optique phare qui est sortie au moment où ces Alpha 7 sont sortis, c'est ce fameux 55, que j'ai donc utilisé, Zeiss, que j'ai utilisé pendant des années, qui était une optique, et qui est toujours une optique dingue par sa compacité. Honnêtement, c'était un truc dingue. Au début, quand j'avais mon Alpha 7 avec ce 55, vraiment, on me disait « mais c'est toi le photographe, t'es pas amateur ?» C'était assez marrant. Il faut se resituer 10 ans en arrière. Et donc, je trouvais que c'était un rapport qui était intéressant. Et le rendu optique de ce 55 était vraiment dingue. Le bokeh était vraiment dingue. Mais quand vous passez au 50 chez Master 1.2, ça n'a plus rien à voir. Et c'est aussi pour ça que j'ai repris beaucoup plus de plaisir, moi qui ne shootais essentiellement qu'au 135, pour avoir ce fameux bokeh, mais j'ai repris du plaisir à réutiliser ce 50 en fait quand il est sorti. Et là, comme on est dans l'usage et tu travailles parfois à pleine ouverture pour avoir de beaux bokehs comme ça, tu bosses comment avec l'autofocus ? Parce que là, pour le coup, l'Alpha One, tu as beaucoup de millions de pixels, tu n'as pas trop le droit à l'erreur. Ouais. Alors moi, je travaille que à pleine ouverture. Donc, c'est ça qui est assez dingue. Si vous regardez vraiment mon travail, c'est tout le temps à pleine ouverture. Donc, moi, la touche et la bague de diaph, je n'y touche jamais pour le coup. Donc, moi, je suis toujours à pleine ouverture et c'est vrai que c'est hyper important. Et c'est là où la révolution chez Sony, elle a été importante. Et moi qui l'ai vécu depuis les premières générations, ou dans les premières générations, c'était assez marrant. On devait travailler un peu en avance sur l'autofocus. C'est-à-dire que j'avais à l'usage, je savais comment il allait réagir. Moi, j'ai beaucoup utilisé l'Alpha 7S Mark 1, qui était un autofocus qui était extrêmement lent. Et donc, j'étais souvent, moi, je savais ce qu'il allait faire. Donc, je composais mon image comme ça. Depuis, notamment, pour moi, la vraie révolution, ça a été l'Alpha 9 Mark 1, qui est déjà sorti, je crois, il y a 6 ans. Oui, ça fait presque 6 ans. Et c'est quand même dingue. Et à partir de là, je me suis dit, waouh. C'est-à-dire qu'à partir de là, j'ai été... je pense, et c'est ce que m'amène, pour moi, ces autofocus, beaucoup plus créatifs. Et je vois, moi, ça comme une vraie révolution créative. C'est-à-dire que je sais que je suis parfaitement net. Et moi, le premier jour où je l'ai utilisé, je m'en rappelle parfaitement parce que j'étais au 85 mm, pleine ouverture, sur une scène de Jean Dujardin à cheval, au galop. Et j'ai utilisé pour la première fois de ma vie cette rafale à 20 images secondes. Et je me rappelle très bien, le dresseur m'a dit, si tu arrives à avoir l'image parfaite avec un joli arrière-plan flou de Jean Dujardin net avec la patte du cheval qui se met comme ça parce que ce cheval a cette particularité-là. Et dans ma tête, je me suis dit, mais il n'y a aucun souci. Je vais l'avoir en fait. Parce que dès mes premières utilisations, je me suis dit, il va prendre l'œil de Jean et grâce à mes 20 images secondes, je vais avoir l'image parfaite que je vais pouvoir garder en fait. Donc, c'est dans ce sens-là où je pense que la technologie, elle est au service du photographe aujourd'hui. Ce bloc optique en parfaite corrélation avec les autofocus qui ont considérablement évolué chez Sony. Oui, la détection des yeux, tu lui fais confiance. Pleine ouverture, détection visage des yeux. Je compose mon cadre. Et c'est ça qui est assez remarquable, c'est-à-dire que là, à une époque, si on se remet 10 ans en arrière, où on était toujours en stress avec ce fameux AF
ponctuel. Je ne sais pas si vous remémorez ceux qui ont travaillé comme ça. Et je vois encore des amis qui travaillent avec ça. J'ai une amie à moi qui est portraitiste. Elle travaille encore avec son vieux Canon. Et puis les problèmes de back-focus, front focus, enfin voilà, c'est ça, c'était un vrai souci en fait. Et je me dis, mais aujourd'hui, pourquoi tu t'embêtes vu les technologies que l'on a qui sont vraiment au service pour créer, quoi. Alors, il y a une catégorie d'objectifs dont on n'a pas encore beaucoup parlé. C'est les zooms, les super téléobjectifs. Zoom, focale fixe, hein, d'ailleurs. On vous propose d'écouter le témoignage de Francis Bompard, qui est photographe ambassadeur de Sony également, et lui spécialisé dans la couverture de sports d'hiver. Il nous donne sa sélection d'objectifs pour se faire plaisir en photo d'action. On l'écoute. Moi, ce que j'aime énormément, en fait, je travaille beaucoup avec des gros télés, et ce que j'aime énormément, c'est ce que j'appelle, alors je sais pas un terme technique, hein, mais c'est ce que j'appelle le pouvoir séparateur de l'optique, ça veut dire qu'elle m'isole mon sujet. Donc, pour ce faire, j'attends qu'il y ait des grosses ouvertures, et donc que j'ai un sujet qui soit bien isolé, que ça soit bien flou derrière et qu'il y ait un beau bokeh, pour pouvoir faire ressortir et donner de la puissance à la photo. En photo de sport, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Qu'on isole le sujet du fond, c'est très important. Donc, entre la distance, donc ce que j'appelle le pouvoir séparateur, la qualité du verre, voilà, tout ça fait que voilà, quelque chose qui est très piqué avec un fond très flou. L'optique, ce que je demande, c'est qu'elle fonctionne très très bien pour tout ce qui est stabilisation, mise au point, qualité du verre, etc. Et pour le reste, c'est à moi de faire gaffe à mon optique, de la protéger, de mettre ce qu'il faut autour si je veux éviter les chocs, de mettre ce qu'il faut autour si je veux éviter les intempéries. Moi, je suis un vieux photographe. J'ai débuté en noir et blanc. Après, je suis passé à la couleur en C41. Après, je suis passé au dia. Puis je suis venu au digital. Et puis maintenant à l'hybride, qui pour moi est une petite révolution. Donc, en passant par tout ça, j'ai eu des optiques qui étaient avec au début, c'était des optiques qui avaient une toute petite ouverture parce que malheureusement, j'avais pas les moyens de m'acheter les grosses optiques. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai pu aller vers ces optiques à grande ouverture, qui sont des optiques qui étaient à l'époque qui étaient très lourdes, quoi. C'était pas rare qu'un 400-2.8 il fasse dans les 5-6 kilos. Et maintenant, on a un 400-2.8 qui fait moins de 3 kilos. Donc voilà, l'évolution a été incroyable, quoi. Voilà, ils ont réussi à trouver un équilibre entre la légèreté et la qualité qui est quelque chose d'exceptionnel. Alors, moi, j'ai 3 optiques avec lesquelles je travaille beaucoup. Je travaille dans le ski et je travaille aussi pour le rugby. Donc, j'ai un 604, un 400-2.8 et un 200-600. Ces optiques-là, je les utilise dans des conditions bien particulières. Le 600, je l'utilise énormément pour le ski parce qu'on est passé très loin sur toutes les épreuves de vitesse, donc ce qui est descente, etc. Pour des raisons de sécurité, on est passé très loin, donc il faut avoir une grosse optique. Le gros avantage des optiques qu'on a à l'heure actuelle avec le système hybride, on peut utiliser maintenant multiplicateur et doubleur sans perte de qualité. Ça, c'est quelque chose qui existait moins avant l'hybride. Le 402.8, moi, je m'en sers énormément en photo animalière, parce que c'est une optique qui est légère, je fais beaucoup, j'encadre des safaris, donc je vais beaucoup en Afrique. C'est une optique qui convient très très bien à ce qu'on fait pour ce genre de photos. Et ensuite, le 200-600, c'est l'optique polyvalente par excellence. C'est une optique qui a un rapport qualité-prix exceptionnel chez Sony. Et c'est une optique qui, moi, me permet de faire tout ce qui est zone d'arrivée en ski, parce que je peux avoir des plans un peu larges et puis tout de suite faire un plan serré sur le visage du coureur. En rugby, je m'en sers aussi parce que c'est une optique qui me permet de faire des photos au fond du terrain et des photos quand l'action vient vers moi très facilement. C'est une optique qui a une mise au point interne, donc on n'a pas l'optique qui sort de l'objectif un peu et qui peut déséquilibrer vers l'avant, etc. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est des qualités qui sont bonnes. Alors, elle ouvre pas beaucoup, c'est une optique qui ouvre à 6.3, mais qui a quand même un très très bon bokeh. Donc voilà. Voilà les 3 optiques dont je me sers et avec lesquelles je travaille le plus. C'est vrai que le 200-600, finalement, c'est une plage de focale qui est relativement nouvelle, et d'autant plus pour des photographes
professionnels, peut-être plus habitués à des 100-400, à des 200-400 ou à des focales fixes en long téléobjectif. Il y en a un d'ailleurs, 100-400. Peut-être bientôt en version 2. Il y a un 100-400 G Master, peut-être bientôt. Commence à dater un peu. On prend note. Non, le 200-600, c'est vrai que quand il est arrivé, c'était une optique un peu exceptionnelle parce que, alors comme dit très bien Francis, puis lui, il connaît aussi les optiques très lumineuses en gros télé. Il ouvre à 6.3. 6.3, c'est 5.6 un tiers, hein, c'est pas, mais ça reste sombre par rapport à un 2.8 ou un 4. Mais surtout, c'est un objectif dont le compromis est juste incroyable parce qu'il n'est pas très gros, il est léger. La plage focale est juste incroyable. On peut l'utiliser avec un convertisseur et on a une vitesse autofocus vraiment impressionnante et il est pas cher puisqu'on est aux alentours de 2000 €. Donc, tout le monde peut vraiment acheter un objectif comme ça si on veut commencer à faire de l'animalier un peu sérieusement. C'est vraiment une optique très intéressante. Il y a peut-être un point là sur lequel tu pourrais nous apporter quelques éclairages techniques, c'est l'utilisation des convertisseurs sans limitation de l'AF. C'est important ce qu'il a dit. AF et qualité d'image. Et qualité d'image. Alors, moi, je peux vous faire plutôt un retour d'expérience, c'est-à-dire j'en ai discuté avec Francis, j'en ai discuté avec d'autres photographes. J'ai fait des tests aussi de mon côté. J'ai pas d'infos officielles, mais pour en avoir testé des convertisseurs un peu depuis pas mal d'années, je suis un peu surpris, effectivement, de voir que avec le TC1.4, on n'a aucune perte de piqué. Et c'est à peine visible, quoi. Le TC2, c'est très très léger. C'est-à-dire que la qualité optique maintenue à l'utilisation d'un 1.4 ou d'un 2, elle est juste, c'est Sony, incroyable. Donc ça, il faut simplement le tester pour le voir, hein, parce que c'est pareil, hein, sur une fiche technique, c'est pas marqué. Donc voilà. Alors la performance autofocus, ça va avec la sensibilité et l'algorithme, la sensibilité du capteur et du système AF. Et derrière, après, effectivement, avec un Alpha 9, avec un Alpha 1, avec les derniers boîtiers qu'on a sortis, on peut descendre jusqu'à F11, F16. Enfin, c'est énorme. Donc on a une grosse sensibilité. Et après, effectivement, ça va être la fluidité du système autofocus. Ce sont des moteurs XD, encore une fois. L'optique est légère, les lentilles sont légères, ça va vite. Et voilà. Voilà. Donc on a les deux. On a en même temps la performance autofocus avec doubleur, qui est assez incroyable, et en même temps la qualité d'image qui reste d'un niveau extrêmement élevé, plus que moi ce que j'ai vu à ce jour un peu dans le panorama qu'on connaît des téléconvertisseurs. Alors moi j'aimerais qu'on revienne juste 2 secondes sur ces notions d'ouverture. Alors on l'a déjà évoqué, tu nous en as beaucoup parlé Christophe sur l'importance du bokeh, mais ça peut rester quand même assez abstrait pour beaucoup de monde, notamment quand on voit les écarts de prix. Alors je pense à ce fameux zoom transstandard, zoom à tout faire. Vous proposez des choses, un 28-60 mm, f4, 5.6 aux alentours des 500 €. Et puis de l'autre côté du spectre, le 24-70 mm f2.8 G Master 2 qui lui est à 2399 €. Sans re-rentrer évidemment dans les différences de qualité d'image et de technologie embarquées dans ces objectifs qui pourraient justifier l'écart de prix. En termes d'usage, ça sert à quoi d'avoir un zoom avec une ouverture constante? Je peux faire un début de réponse, mais je pense que Christophe t'en aura un beau complément. Mais l'ouverture constante, ça permet d'avoir sur toute la plage focale la meilleure ouverture possible. Effectivement, si je suis plus à 2.8 à mon 70 et que je descends à 4.5, effectivement, je n'ai plus ma capacité de prendre des photos dans des conditions de lumière faibles. Voilà, il y a ça, c'est purement photographique. Je ne peux plus avoir mon effet de faible profondeur de champ, que j'aurais beaucoup mieux en focale fixe, mais si je suis à 1.4, mais que je l'aurais plus. Donc voilà, le truc, c'est qu'effectivement, un objectif zoom à ouverture non fixe, c'est moins cher à fabriquer, c'est moins compliqué à fabriquer. Un objectif zoom à ouverture constante, c'est plus compliqué à fabriquer. L'autre vertu, elle est en vidéo, qui est que lorsqu'on veut activer le zoom, alors même si c'est manuel, et en tout cas changer de focale et avoir les mêmes réglages et la même luminosité, en photo on peut s'adapter, en vidéo, si on fait vraiment un flux continu d'une séquence vidéo, il faut rester à la même ouverture, c'est quand même important. Et vis-à-vis de ces ouvertures, Christophe, on entend souvent dire finalement qu'on peut tirer le meilleur
d'un objectif aux ouvertures moyennes. Donc toi, tu es un partisan des plus grandes ouvertures, mais finalement, si on raisonne un peu bêtement peut-être, on peut se dire à quoi ça sert que j'achète un objectif ultra lumineux, hormis les effets de bokeh, si finalement j'ai la meilleure qualité d'image à f8. Et je pense que ça dépend énormément de ce que veut faire le photographe. Moi, j'ai eu souvent à conseiller des gens qui n'avaient pas forcément un gros budget, qui cherchaient un boîtier très polyvalent, qui faisait essentiellement des photos de paysages, de vacances. Les portraits, c'était pas forcément ce qu'ils recherchaient. Comme tu disais tout à l'heure, le 28-70, qui est vraiment une optique d'entrée de gamme, pouvait leur suffire. Comme l'a aussi un peu dit Fabrice, quand on recherche effectivement un petit peu plus, des portraits un peu plus léchés, et qu'on veut rester polyvalent, c'est là où l'ouverture va avoir du sens, et c'est là où effectivement il faut mettre un peu plus d'argent pour avoir une qualité un peu plus importante sur vos portraits quand vous êtes au 70 mm. Après, il y a effectivement aussi tout le côté qualité d'image. Quand vous montez de plus en plus dans les ISO le soir, faut pas trop les monter, les ISO, quand même. Faut pas trop les monter, et vous en savez quelque chose. Donc, faut pas trop les pousser. Donc, je pense qu'il y a aussi cet aspect-là qu'il faut pas négliger. Donc, on en revient toujours à ce que moi, quand les gens, souvent, je reçois beaucoup de messages sur Insta. C'est peut-être le réseau social où je suis le plus actif, et souvent les gens me demandent qu'est-ce que j'utilise. Je dis, moi, j'utilise du matériel qui va marcher avec ce que je veux faire et ce que je vais lui demander. Et moi, souvent, ma première question, c'est qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu veux faire avec ton matériel ? Et même, tu pourrais être conseillé en termes de marque, en termes d'optique. Et comme tu l'as très bien dit, il y a des zooms différents pour de ce que vous voulez en faire en fonction de ce que vous allez photographier. Donc, je pense qu'il faut avant tout que vous regardiez qu'est-ce que vous voulez faire avec votre optique et votre téléobjectif. Alors, juste Arthur, je t'entendais dire tout à l'heure, oui, alors que l'objectif sera le meilleur à f8. Alors ça, je pense que ça fait déjà quelques temps maintenant que c'est plus le cas. Hein. On n'est plus comme avant sur des objectifs plus anciens. C'est une vraie révélation de l'hybride, hein. Toutes marques confondues. Bien quand sûr. tu vois les performances à pleine ouverture, voilà. C'est sidérant. D'ailleurs, est-ce que c'est pas embêtant pour un portraitiste d'avoir des photos presque trop piquées ? Parce que parfois, on peut rechercher un peu de mollesse. Est-ce que c'est pas quelque part... C'est ce qu'il pouvait y avoir avec une optique chez Sony qui est le 90-2.8 macro, que j'ai un peu utilisé au début pour des portraits et que j'ai très rapidement arrêté en fait. Parce que trop piqué. Trop de détails. Oui, et du coup ça n'allait pas. Alors, pour la macro c'était génial, pour une abeille, pour un plat à photographier, mais alors sur les portraits j'ai vite arrêté en fait. Je me suis dit ça va pas du tout, ou alors il faut aller retraiter l'image derrière en post-production, mais vu que c'est pas mon parti pris à moi, puisque la plupart de mes images sont souvent faites en JPEG et quasiment pas retouchées, ça ne m'allait pas personnellement. Donc oui, effectivement, on en revient au piqué de l'image, et on en revient toujours à qu'est-ce que vous voulez faire avec votre optique en fait finalement. Effectivement, depuis l'amélioration des formules optiques, donc chez nous ça fait quand même déjà un paquet d'années, plus toutes les améliorations de l'autofocus, détection des yeux, suivi des yeux, on se rend compte qu'on peut shooter, comme tu le fais Christophe, tout le temps à pleine ouverture. On imagine quelques années en arrière, la pleine ouverture, c'était impossible. Pourquoi ? Parce que j'avais des problèmes de décalage de mise au point, parce que j'étais pas sûr que mon autofocus soit fait, et puis parce que mon optique à pleine ouverture, ça couinait dans tous les sens. Donc là, aujourd'hui, on est quand même dans une période où on peut profiter et faire des photos qu'on n'aurait jamais pu faire avant. Pleine ouverture, qualité maximum et mise au point parfaite. Et surtout en étant serein, parce que j'ai beaucoup de gens qui stressent sur ça. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Mais est-ce que tu n'as pas du déchet ?» Enfin, moi, je dis, ça fait plusieurs années, depuis l'apparition de l'Alpha 9, où je n'ai quasiment plus du tout de déchets. C'est-à-dire que, comme l'a un peu dit Fabrice au tout début, effectivement, on n'a quasiment plus de photos floues ou de mauvaises photos. Donc, c'est en ça où je trouve que la créativité, elle est boostée, en fait, avec ces nouveaux boîtiers. D'ailleurs, toutes les marques s'y sont mis. Les autofocus, maintenant, se sont améliorés dans toutes les marques. Et pour la photo et la vidéo. Et la transition est toute trouvée. On continue d'explorer le champ des optiques Sony. Vous avez certains modèles qui sont spécialement conçus pour la vidéo. Des optiques qui sont motorisées. Il y a le PZ 16-35 mm f4G en plein format, ou un autre par exemple, le 10-20 mm f4 PZ-G également, qui lui couvre le format APS-C. Finalement, bien que toutes les optiques Sony permettent aussi bien de faire de la photo et de la vidéo, celles-là sont quand même spécialement conçues pour l'image animée. Nous avons contacté le vidéaste et créateur Olivier Schmitt qui nous explique finalement les spécificités vidéo de ces objectifs. On l'écoute.
Alors, ces deux optiques, ce qui est intéressant, c'est que je les utilise au quotidien. Le 10-20 avec mon boîtier APS-C et le 16-35, mon boîtier plein format. C'est des optiques qui vont apporter une facilité d'utilisation dans le sens où leur spécificité, notamment, c'est d'avoir un accès à leur fonctionnalité de zoom, de changement de focale, avec une petite molette ou aussi un bouton de power zoom directement sur l'optique. Ça va nous permettre de très rapidement changer de focale de façon fluide et de façon plus ou moins rapide, puisque c'est des boutons qui sont progressifs. Et c'est ce genre de petites fonctionnalités qu'apporte Sony sur ces optiques qui permettent aux vidéastes, amateurs, professionnels, en fait, de se faciliter la vie au quotidien. Les optiques orientées cinéma de chez Sony, qui vont être donc pour les boîtiers ici Alpha, vont avoir certaines caractéristiques, notamment cette possibilité de ne pas laisser voir le changement de point au niveau du cadrage de votre image, puisque de base, lorsqu'on fait un changement de point sur une optique photo, on a toujours une petite respiration, on appelle ça le focus briefing, j'ai du mal à le prononcer, mais une petite respiration dans l'image, dans le cadre, lorsqu'on fait une bascule de point. Et les optiques orientées vidéo de chez Sony vont avoir une compensation de ce phénomène-là qui vont nous permettre de nous rapprocher du rendu visuel d'une vraie optique cinéma. Ce qu'on peut retrouver sur le 16-35, c'est aussi la possibilité de rendre décliquable la bague de changement d'ouverture. Donc déjà, on a une bague d'ouverture pour pouvoir paramétrer cette ouverture du diaphragme directement sur l'optique. Donc c'est très visuel. Là aussi, c'est quelque chose qui est utilisé sur les optiques cinéma, mais qui en même temps est très intuitif aussi pour les débutants. C'est ça qui est très paradoxal, c'est que c'est à la fois une fonctionnalité d'optique cinéma, donc professionnelle, mais qui apporte de la facilité d'utilisation pour un novice, un débutant aussi. Le fait de pouvoir décliquer cette bague, ça nous permet d'être très précis, ultra précis dans le choix de l'ouverture. Donc ça aussi, c'est un aspect que va apporter ces optiques orientées vidéo chez Sony qui vont vous permettre de travailler plus vite, de façon plus efficace et de façon justement plus organisée pour mieux vous concentrer à la fois sur votre sujet, votre lumière, votre histoire et oublier un petit peu la partie technique. C'est le boîtier, l'optique et toute la technologie embarquée de ces deux éléments qui vont vous faciliter la tâche pour pouvoir vous concentrer sur la partie créative. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que tous les objectifs que l'on sort récents, depuis déjà 2 ans, 3 ans, en fait, on travaille la copie vidéo. C'est-à-dire, au départ, c'est une optique photo qui est faite pour monter sur un boîtier alpha, mais on sait très bien que les boîtiers alpha maintenant sont très, très, très utilisés pour la vidéo. Donc, en fait, on va simplement affiner des caractéristiques vidéo. Comme l'a dit Olivier, bague de diaphragme décliquable pour ne plus sentir l'écrantage. La compensation du focus breathing intégrée dans la formule optique pour éviter l'effet de pompage en changement de point, qui n'est pas à 100%, mais malgré tout, voilà. La conservation de l'axe de mise au point au moment du changement de point, même si ce n'est pas à 100%. Donc, en fait, on va sur des formules optiques qui sont beaucoup plus polyvalentes. Donc, tout le monde est gagnant, et photo et vidéo. Après, voilà, une optique spécialement cinéma, on en a aujourd'hui quelques-unes en APS-C, un 1810, on a le 2835 en cinéma qui sont vraiment très gros, qui ne fonctionnent pas de la même façon d'ailleurs, qui ont des systèmes pour pouvoir brancher des follow focus, etc. et qui sont partiellement motorisés. Et on a quelques objectifs, comme il l'a dit, 1635 et 1020 f4, et qui sont motorisés aussi. Ça, c'est effectivement plus, on va dire, pour de la vidéo quotidienne. Mais on peut l'utiliser aussi en tournage professionnel. Est-ce que ce serait pas plus lisible pour le consommateur d'avoir une gamme ciné en montureux, avec peut-être même des optiques anamorphiques à venir? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas d'optique anamorphique et pourtant, récemment, on a mis à jour les firmware logiciels internes des FX3 et FX30 pour pouvoir justement desqueezer et gérer l'anamorphique. Donc, ça se fera via des montures et des objectifs, pas sans doute en monture PL ou autre qu'on va mettre dessus. Donc, c'est ça aussi la richesse de la monture. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans des boîtiers et des optiques multifonctions. On n'est pas forcément dans la construction de gammes spécialisées. On a des objectifs qui sont multispécialistes. Donc, on peut faire de la vidéo et de la photo avec. Je pense que c'est plus ça. Le 1635 f4 Power Zoom G. Ah, il marche très bien en photo. C'est très clair. Aujourd'hui, je pense que voilà, un photographe un peu traditionnaliste, il va s'arracher les cheveux parce qu'il a une commande de zoom et la bague de zoom, c'est une courroie qui commande un zoom électrique. Donc, je pense qu'effectivement, ça en refroidit plus d'un. Mais prenez-le en main. En fait, la réactivité de la bague, il n'y a pas de retard. Franchement,
c'est aussi fluide que si on avait une bague de zoom mécanique, même plus précis. Donc, les habitudes sont aussi complexes à changer. Il faut prendre le temps, c'est pas simple. Mais je pense qu'on est sur des objectifs qui vont être multispécialistes, qui le sont déjà, et qui vont couvrir tous les champs, plutôt que d'avoir une gamme spécifiquement focalisée cinéma. Voilà. Aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que je vois, moi, dans le développement de la gamme d'optique Sony. Et si on continue un peu de se projeter dans le futur, Fabrice, ce sera quoi les enjeux en termes de conception et de technologie des optiques de demain, tu penses? Pour le moment, c'est la continuation de ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire certains objectifs à renouveler. Donc, je pense qu'effectivement, 24-110, 70-200, puis je pense qu'on va continuer petit à petit à renouveler les objectifs première génération en leur faisant bénéficier de tout ce qu'on sait faire de mieux. Compléter avec des focales qui sont effectivement demandées aujourd'hui sur le marché, en téléobjectif, en focale intermédiaire, peut-être en objectif à basculer décentrement, j'en sais rien. Aujourd'hui, effectivement, c'est des objectifs qu'on n'a pas dans notre gamme. C'est des objectifs qui sont complexes à fabriquer. Mais je pense que voilà, aujourd'hui, les ingénieurs sont très très dynamiques puisqu'on sort entre 4 et 6 optiques par an, ce qui est quand même considérable. Donc on est très content de ça. Des objectifs aussi bien en APS-C, enfin en Super 35 pour ceux qui font du cinéma en Super 35 qu'en plein format. Voilà, c'est vraiment continuer pour moi la dynamique. Aujourd'hui, on est en train d'écrire avec Sony justement cette transition technologique de par les moteurs, les systèmes, les nouvelles formules. C'est la révolution, elle est là en ce moment, elle se fait chez nous. Et c'est toutes les optiques qui sortent depuis 2 ans et demi, qui comportent déjà cette petite révolution. Donc on va continuer à accélérer dans ce sens-là, et c'est cette rupture technologique qui est en train de se faire là maintenant. Pour le moment, j'en vois pas d'autres arriver. Il y en aura, sans doute. En optique, c'est compliqué. On s'attendait à avoir des lentilles spéciales, etc. On sait que c'est très compliqué. Mais pour l'instant, voilà, la rupture technologique, elle est discrète, mais elle est bien présente et elle est chez nous. Bon. Christophe, si tu pouvais passer commande, tu nous l'as déjà un peu évoqué. Alors, un 85 mm 1.2, on a bien compris. C'est vraiment ça, ou il y a autre chose en tête que tu aimerais bien voir apparaître très rapidement dans le catalogue Sony? Non, c'est effectivement ça. Je pense qu'actuellement, c'est vraiment ce qui manque, et je pense que c'est effectivement dans les tuyaux. Ça devrait, je pense, arriver. C'est vrai que ce 85, il date un petit peu, et quand on voit tout ce qui a été fait ces derniers temps, on voit qu'il pêche énormément. Donc, moi, je suis tellement satisfait de toutes les autres optiques que j'ai. La seule chose qu'on pourrait améliorer encore, je pense, dans le futur, c'est effectivement ce qu'on a un peu dit tout au long de l'émission, c'est la compacité. C'est-à-dire que je pense que demain, peut-être qu'il pourrait y avoir un 135 encore plus compact et léger. Donc moi, vu qu'on va vers ça, et ça me va extrêmement bien, parce que moi, ça dessert complètement ce que je recherche dans la photographie, c'est-à-dire être extrêmement discret. Donc moi, plus je suis compact et léger, mieux je me porte, quoi. Donc voilà, donc le 85, je pense que moi, c'est ma priorité. Ça me permettra d'avoir la seule optique dans mon sac qui n'est pas une optique Sony. Et puis améliorer effectivement la compacité de certaines optiques. Pour moi, l'optique principale qui est le 135, je rêve d'un 135 encore plus léger. Même s'il est déjà assez compact et léger, celui qui existe. Ou pas plus lumineux, un 135 1.4, tiens. Est-ce que ça ferait une vraie différence, tiens, un 4 1.8? Clairement, ça ferait une différence, mais là, du coup, on perdrait, je pense, la compacité. C'est-à-dire que déjà, je pense qu'un 8, c'est déjà tellement énorme sur un 135 que si on arrivait encore à gagner 150 grammes, ça serait énorme. Donc... Les grandes ouvertures sur des focales qui commencent à être des petits téléobjectifs, parce que 135, ça commence à être, c'est presque un 150, donc ça vaut cher en termes de poids. Dans la conception, c'est vraiment très très particulier. Bon, allez, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup Fabrice, merci beaucoup Christophe d'avoir partagé tant de choses avec nous autour des optiques Sony. On conclut le grand débat sur ces mots et on attaque le débrief. Nous sommes toujours avec Fabrice Abuaf de Sony France et le photographe Christophe Brachet pour parler des optiques Sony E-Mount. Si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission, Fabrice, pour commencer, comment pourrais-tu nous résumer la philosophie One Mount? Alors, pour résumer la philosophie One Mount, c'est vraiment le souhait de Sony de
faire une monture universelle, c'est-à-dire qui permet d'être utilisée dans beaucoup de domaines de l'image numérique, photo, vidéo, ouvrir à énormément d'objectifs. C'est vraiment une plateforme, hein. Et surtout, c'est la jonction pour que l'objectif puisse fusionner avec le boîtier et justement qu'il travaille en symbiose pour que l'objectif puisse appliquer tous les algorithmes que va proposer le boîtier et produire la meilleure qualité d'image possible, le plus facilement possible. Et quel que soit le type de capteur, quelle que soit l'optique, enfin tout est compatible autour de la même monture. Oui, cette monture, elle est compatible, on disait tout à l'heure, c'est-à-dire quelle que soit la taille du capteur, effectivement, après il faudra adapter, mais tout se monte sur la monture. Toutes les optiques se montent sans aucune restriction. Les restrictions viennent après. Fabrice, pourquoi est-ce que Sony est le constructeur qui offre la plus grande gamme d'optiques et le plus d'alternatives possibles ? Alors, on propose la plus grande gamme d'optiques parce que ça fait déjà quelques années qu'on a commencé l'hybride. On parle de gamme optique hybride, on est bien d'accord. Et puis parce que la volonté des ingénieurs et de Sony Monde, ça a été de construire cet écosystème total en ouvrant la monture à d'autres fabricants. D'où cet univers complet, cet écosystème boîtier plus optique avec différents niveaux de performance, mais pour tous les créateurs de contenu. Christophe, quelle importance est-ce que tu accordes à l'optique dans le matériel que tu utilises dans ton travail ? Depuis toutes ces années où, justement, comme on l'a dit, Sony maintenant est là dans l'hybride depuis assez longtemps. C'est des optiques que j'ai dans mon sac et qui restent dans mon sac. Le 135 dont j'ai parlé assez longuement, je l'ai depuis longtemps maintenant dans mon sac. Donc, c'est une importance capitale. Souvent, j'ai tendance à dire aux gens, d'ailleurs, quand ils achètent du matériel, ils pensent très souvent boîtier, mais ils pensent très rarement optique. Et c'est assez étrange. Moi, je dis souvent aux gens, regardez avant les optiques quand même que vous allez utiliser et mettez souvent le prix sur l'optique parce que du coup, si vous achetez en gros une Ferrari et que vous mettez des pneus de 2 chevaux dessus, ça marche un peu moins bien. Donc, faisons attention quand on achète du matériel à bien choisir son boîtier, mais surtout à choisir l'optique avec la même exigence que vous avez pour le boîtier. Et ça, c'est souvent malheureusement oublié. Et toi, ton exigence, c'est essentiellement de la gamme G-Master que tu as, hormis ton 85 mm qui est en dehors. Exactement, l'exigence, dès que les G-Master sont arrivés, effectivement, j'ai tout de suite été séduit par la qualité de construction et surtout par le rendu. Donc, pour moi, il n'y avait pas photo en termes de professionnalisme. Là, encore une fois, quand on se situe dans une recherche professionnelle, on ne peut pas passer à côté des G-Master. Par contre, ce qui était intéressant dans tout ce qu'on a dit aussi, c'est que quand on est amateur, quand on a des budgets un petit peu moins forts qu'un professionnel, vous pouvez trouver aussi votre bonheur. Donc moi, souvent, j'ai des gens qui me contactent et qui me disent « Oui, toi, tu as la chance de travailler avec ces optiques-là. Moi, j'ai pas autant de budget. » Oui, mais tu peux trouver justement, avec moins de budget, des optiques qui pourront correspondre à ce que tu veux faire. Puis peut-être une chose qu'on n'a pas dit trop pendant l'émission, c'est qu'en fonction du boîtier qu'on a, si c'est un A7R5 de 61 millions de pixels ou un Alpha 1 de 50 millions de pixels, il faut peut-être, en termes d'exigence, viser du coup le haut du panier en termes d'optique pour que la qualité soit au rendez-vous, non ? Exactement. Ça, encore une fois, c'est le nerf de la guerre. C'est pour ça que souvent je prends l'exemple de la Ferrari avec des pneus de 2 chevaux. Quand vous achetez un certain boîtier, et d'ailleurs, c'est assez marrant, toutes les marques font d'ailleurs souvent ça, ils vendent souvent des très bons boîtiers en kit avec des optiques entrée de gamme. J'ai jamais compris ça. Et ça a toujours existé depuis le début. Donc, c'est vrai que je me suis toujours dit, quand on passe à un certain niveau de boîtier, je pense qu'il faut mettre effectivement le prix pour avoir la pleine puissance du boîtier que vous allez avoir acheté. Sinon, entre guillemets, c'est pas que ça sert pas à grand-chose, mais vous pouvez être déçu. Moi, j'ai eu déjà des gens qui m'ont contacté en me disant « J'ai acheté un Alpha One avec un 28-70, je vois pas trop la différence avec mon Alpha 7 que j'avais Mark III. » Je dis, c'est normal en fait, parce que du coup, tu n'as pas mis l'optique sur le boîtier qui correspondait à ton boîtier. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. On en revient à ce que tu dis, il faut d'abord peut-être commencer par choisir la bonne optique en fonction de sa photo. On peut mettre une optique exceptionnelle sur un boîtier moyen, la photo sera excellente. L'inverse, la photo sera molle. Je pense que l'exercice à faire, c'est quand vous allez dans votre magasin photo préféré, c'est effectivement de faire ces tests en fait. Et d'aller en magasin, et c'est aussi pour ça que je suis un grand défenseur des magasins et pas forcément d'aller acheter sur Internet, parce que je pense que le magasin a cette force de devoir essayer
du matériel, en fait. Et vous devez essayer le matériel. Et pour comprendre la différence que vous avez entre toute cette gamme optique, parce que souvent, les gens se perdent. Mais ils se perdent, mais il faut essayer. Et quand vous essayez, vous comprenez la différence. Et donc, vous aurez votre choix qui sera largement meilleur en allant sur le terrain tester cette optique-là. Elle est dans votre meilleur magasin. Tous les magasins vous proposent d'essayer. Et c'est vrai que quand vous arrivez devant un parc optique, et comme on l'a dit, chez Sony, vous en avez énormément, laquelle choisir? Faites confiance à votre vendeur. Expliquez-lui surtout bien ce que vous recherchez. Et si vous avez un bon vendeur en face de vous, il saura vous conseiller parfaitement l'optique, ou vous pouvez toujours me contacter. Et moi, je sais que je réponds beaucoup à des messages sur Instagram et je le fais avec plaisir. Souvent, les gens m'écrivent pour me demander certains conseils et je le fais avec grand plaisir dans ce que je connais, bien évidemment. Attention aux mots que tu prononces. Oh là là là. Comment photographier du jardin au galop voilà, je vous donnerai des petits tips. Après, je peux renvoyer vers mes collègues aussi. C'est vrai que, comme on l'a dit, on a pris l'exemple de Francis. Moi, j'ai fait un peu aussi de la photo au téléobjectif en surf. Donc, j'ai eu la chance de tester ce 600, ce 400. J'ai le 200, 600 chez moi. Donc, c'est vrai que je peux répondre à certaines questions, mais pas non plus à toutes, parce que je ne suis pas spécialisé dans toute la photographie. Donc, je renvoie vers mes collègues souvent. Fabrice, est-ce que tu peux nous éclairer sur la manière de s'y retrouver dans cette gamme de 72 objectifs proposés par Sony? Aujourd'hui, voilà, on a des zooms, des focales fixes, on a du G Master, du G, du Zeiss, avec quelques optiques exceptionnelles et des zooms et d'autres objectifs qui ne payent pas de mine mais qui sont assez extra et qui peuvent convenir aussi même sur des boîtiers très haute définition. On voit sur notre site internet, c'est assez bien expliqué par type d'outillage pour le paysage, etc. C'est difficile de répondre à ta question parce que ça nécessite un échange avec la personne qui se pose la question de quel objectif choisir. Mais aujourd'hui, voilà, on a vraiment des objectifs pour tous les usages, pour tous les portefeuilles et toute taille de sac à dos. Sauf les bascules et décentrements. Alors, effectivement, et les anamorphiques. On n'a pas d'anamorphique, c'est très très particulier. Il y a très peu de marques qui ont des anamorphiques, donc c'est pas une bataille en soi. Le bascule et décentrement, effectivement, on reçoit beaucoup de demandes. Sur les bascules et décentrements, ça reste quand même aujourd'hui très peu de photographes qui font ça, mais c'est magique. Hein. Moi, j'ai beaucoup travaillé en bascule décentrement à la chambre il y a très très longtemps. Donc, mais effectivement, voilà, notre gamme n'est pas 100% complète. C'est pour autant en hybride la plus grande, et on continuera bien sûr à la faire grandir et à la compléter. Et juste, si je peux rajouter une chose, c'est je prends juste un exemple par rapport à toutes ces optiques et par rapport, on n'a peut-être pas assez parlé de budget. Moi, j'ai mon assistante en fait qui est aussi photographe, mais qui est une jeune photographe qui est sortie de l'école il n'y a pas très longtemps et qui a travaillé beaucoup avec moi, qui ne pouvait pas s'acheter le matériel que j'ai. Et j'ai testé, donc elle a acheté un Alpha 9 Mark 1 d'occasion et elle a acheté, elle est portraitiste aussi et photographe-auteur. Elle s'appelle Chloé Arran, je vous invite à aller voir son travail. Elle est extrêmement douée, donc pas beaucoup d'argent. Elle a pris le 85 mm Sony, qui est une optique f1.8, qui est une optique qui est vraiment très abordable en termes de tarifs. Et moi, je l'ai testé aussi avec elle. C'est une optique qui est super. Donc, comme quoi, vous pouvez ne pas avoir un grand budget, être photographe professionnel comme mon assistante, qui, quand elle n'est pas avec moi, elle est photographe pro. Et elle délivre des photos de qualité à ses clients, en fait, avec un budget qui n'est pas le même que le mien. Donc, vous pouvez trouver pour tous les budgets. C'est ça qui est, je trouve, assez intéressant aujourd'hui. Bon. Et pour terminer, une question pour tous les deux, Christophe, Fabrice. Quelle serait votre optique de rêve qui n'est pas encore au catalogue? Christophe, pour commencer. Alors moi, j'aimerais une plus longue focale. Je rêverais d'un 200 mm f1.8. Ah, original. Pourquoi pas? Fabrice? Non, je crois que mon optique préférée, ça serait de pouvoir avoir un 24 mm f1.4, mais grand comme le petit en série G. Voilà. Bénéficier d'une encore plus grande luminosité sur un format encore plus petit. En fait, c'est terrible, hein, parce qu'il y en a qui veulent des optiques plus grosses, mais Christophe et moi, on fait des optiques plus petites pour être encore plus discret. Allez, on conclut le débrief là-dessus. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz.
Messieurs, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Messieurs, avez-vous bien compris la consigne ? Tout à fait. Première question pour toi, Fabrice, qui nous vient de Voodoo Child 46. J'avoue ne pas très bien comprendre la notion de tropicalisation d'une marque à l'autre. Qu'est-ce qui indique qu'une optique est tropicalisée chez Sony ? Alors, la notion de tropicalisation, c'est pas quelque chose qu'on utilise. Hein, c'est quelque chose qui est tropicalisé, c'est quelque chose qu'on peut presque plonger dans l'eau. Nous, on parle de protection tout temps. Effectivement, on a des niveaux de protection tout temps qui sont, on va dire, plus haut de gamme sur du G Master et du G que sur des objectifs Sony standard. Après, souvent, on a un petit joint au niveau de la baïonnette qui peut indiquer un niveau de protection tout temps. Voilà, il n'y a pas de normes. Oui, il n'y a pas de normes IP qui sont indiquées. Il n'y a pas de normes. Les normes IP sont des normes limite presque d'étanchéité. Hein. Donc là, on n'est pas à ce niveau-là. Hein. Ça, c'est des normes de protection tout temps. Il n'y a pas de normes. Mais le petit joint au niveau de la baïonnette indique qu'il y a une protection tout temps. Bon. Deuxième question pour toi, Christophe, qui nous vient de Benenuts. Quel drôle de nom. Quelle est l'optique idéale pour faire du portrait ? Alors, Benenuts, pour l'optique principale pour moi, pour le portrait, ça serait le 135 mm. Mais vraiment, c'est un choix extrêmement personnel parce que moi, j'aime ne pas être trop près des gens. Voilà, donc le 135 mm me concernant, Benenuts. Mais t'as déjà essayé de faire du portrait avec des trucs plus vénères, genre 400-600 mm, ça donne des rendus incroyables. Hein. Bah, du coup, moi j'ai longtemps utilisé le 70-300G de chez Sony, que je trouve hyper intéressant aussi pour les portraits au Festival du film d'Angoulême, et ça m'a allé très très bien. Bon. C'est hyper intéressant, on parle de ça depuis tout à l'heure sur l'objectif fétiche de Christophe qui est le 135. Je pense que pour le portrait, moi je suis un fan de portrait, même sans être photographe professionnel. Le choix de la focale va dépendre de la distance à laquelle vous vous sentez bien vis-à-vis du sujet que vous photographiez. Il y a des gens qui peuvent faire du portrait au 50 mm, au 40 mm s'ils sont assis à table à côté d'eux. Et il y a des gens qui vont faire, toi, effectivement, pour des raisons de distance, et t'arrêtes pas de le dire, Christophe, je suis un peu plus loin parce que j'aime bien être un peu plus loin. Donc voilà, donc ça peut aller très loin. Cartier-Bresson était au 35, je crois, pour ses portraits. Tout le temps au 35. Voilà, donc... Voilà. Bon. Mais c'est là que les optiques macro sont hyper intéressantes en portrait. Et tu le disais tout à l'heure, le 90 mm macro, lui, chez Sony, est trop piqué, trop détaillé. Mais je trouve que les optiques macro permettent à la fois la distance, au 90, 100 mm, et à la fois d'aller très près. Là, tu es très très près. Si tu utilises le macro au 90, c'est de l'exploration de la peau. C'est ça. Troisième question pour toi, Fabrice, qui nous vient de Sylvie. Vous parlez d'optique, mais moi j'aime les bridges, qui ont des super zooms intégrés tout en un. Est-ce que de nouveaux produits bridge sortiront un jour ? Alors, c'est une très très bonne question. C'est vrai que le RX10 Mark IV, qui est en gamme chez nous, va du 24 au 600 mm en une seule optique, et d'ailleurs de qualité exceptionnelle, en capteur 1 pouce. Aujourd'hui, voilà, j'ai pas d'informations sur ce qui va sortir demain, mais aujourd'hui, c'est un appareil, un bridge qu'on vend énormément en photo de voyage, en photo animalière. C'est le RX10 Mark IV, donc continuez à l'utiliser, il est extrêmement bien. Oui, il a un capteur empilé, je crois, comme l'Alpha 9. C'est sorti en même temps. Alors, tous nos boîtiers compact expert, y compris le RX10 Mark IV, les RX100, ZV1, ont des capteurs 1 pouce qui sont tous stack empilés. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de mécanique et ça va très très vite. Même technologie que la 9 et que l'Alpha One. Quatrième question pour toi, Christophe, qui nous vient d'un dénommé Philippe. Est-ce que tu me prends en stage avec toi sur un gros tournage ? Alors Fifi, écoute, avec grand plaisir. Alors moi pour les gens, effectivement je prends des stagiaires avec moi, donc il faut m'envoyer des candidatures. Là c'est un peu exceptionnel avec ce qu'on a vécu avec le Covid, on est plutôt les prods sont encore un petit peu ont encore un petit peu peur. Donc c'est vrai que pour l'instant c'est un petit peu refusé, mais quand tout ça se sera bien tassé, je pense que ça devrait revenir à la normale, et je prends des stagiaires quasiment sur tous les films que je fais. Donc avec plaisir. Donc j'aime partager, et je pense que justement les photographes de demain, mon métier va suffisamment mal pour essayer de les former au mieux. Donc si moi je peux leur montrer la voie, chose que j'ai pas eu la chance d'avoir,
et que je peux le donner. Et, je pense que c'est assez intéressant. Et puis, moi, j'ai toujours cru au partage et pas à la concurrence entre les gens. Donc, je me suis toujours dit, ça crée une effervescence. À chaque fois que je vois quelque chose, je me dis, il a fait ça, c'est génial. Peut-être que moi, je pourrais arriver à trouver un truc encore mieux. Donc, voilà, j'ai toujours été dans le partage, en tout cas à ce niveau-là. Bon. Et enfin, pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Fabrice, Christophe, si vous deviez choisir une seule optique jusqu'à la fin de votre vie, ce serait laquelle et pourquoi? Là, Fabrice, c'est toi qui commences. Focale fixe ou zoom? Ce que tu veux. Une seule. Moi, je prends le 20-70. 20-70 mm. F4, ouais. Pourquoi? Tu m'as dit qu'il fallait qu'il en reste qu'une seule jusqu'à la fin de mes jours. C'est celle qui me permettra de faire le plus de photos. Tu l'as bien expliqué pendant l'émission, couvrir à la fois le 16-35 et le 24-70. Mais c'est vrai, hein, on passe souvent de l'un à l'autre. J'ai beaucoup joué avec depuis sa sortie et c'est juste un régal. Cette optique est un régal, quoi. Bon, Christophe, je relance le chrono. Moi, si je devais... C'est une question qui est très difficile, mais finalement, c'est assez simple. Je dirais le 50-1-2. Ok. Parce que du coup, j'aurais tendance à dire le 135, mais du coup, si j'en avais plus qu'une, je serais extrêmement limité. Trop loin. Voilà, exactement. Et donc, avec le 50, j'aurais la polyvalence de toujours faire quand même mes plans larges et avec le crop dans l'image, de retrouver ma sensation de 135. Bon, il reste 3 secondes. Benjamin, toi, tu répondrais quoi à cette question? Moi, le 28 mm, mais chez Sony, il n'y en a pas un qui me botte beaucoup. S'il y a le 28 mm F2, mais ouais. que j'aime beaucoup, il est très bien, mais j'aimerais qu'il soit revu pour le coup. Oui, tu aurais bien un petit G avec une bague de diaph, je absolument. comprends. Ouais, on nous demande aussi le 28, c'est une focale que j'ai beaucoup utilisée avant aussi, c'est très intéressant. Puis elle est vraiment compacte. Pour le coup, elle est compacte et moi, c'est optique, vraiment la focale un peu à tout faire, le 28. Ouais, c'est vrai. Bon, allez, on conclut le quiz là-dessus. Merci à tous. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Fabrice, Christophe, c'était un vrai plaisir de vous recevoir à nos micros. Vos actualités respectives. Donc, Christophe, comment va s'appeler ce studio à Lacanau, c'est ça? Exactement. Studio éco-responsable. Pour l'instant, pas de nom puisque je suis vraiment sur le tout début du concept. Mais en tout cas, jusqu'à septembre, je travaille sur ça activement et pleinement. Alors, j'ai juste 2-3 petits trucs à faire en photo, mais je ne m'engage pas sur un film pendant 2 mois, en tout cas, jusqu'à septembre. Ça, c'est sûr, pour travailler pleinement sur ce projet qui me prend quand même pas mal de temps. Je ne sais pas s'il verra le jour, mais en tout cas, c'est un projet qui m'intéresse dans un souci surtout d'avenir. Je pense que c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on prenne les bonnes décisions. Et je me dis construire un studio qui montre l'exemple avec un lieu alternatif, qui ne fasse pas d'ailleurs que studio photo, puisque comme vous l'avez compris, s'il est dans un lieu d'exception, l'idée c'est de faire venir des sculpteurs, des cours de yoga, faire plein de choses très différentes dans ce lieu-là, mais qui montrent juste l'exemple aux générations futures et qui se disent dans un contexte d'énergie compliqué, on peut aujourd'hui ne pas être lié à EDF et arriver à vivre dans un endroit même en plein hiver. Parfait. Merci beaucoup Christophe et j'invite une nouvelle fois nos auditeurs, si vous voulez en savoir plus sur Christophe et sur son travail de photographe de plateau, d'écouter cette grande masterclass que nous avons fait avec lui au cours de la saison 3. Fabrice, l'actualité de Sony, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, dans les actualités un peu permanentes et qui reviennent chaque année, j'aimerais bien parler du Sony World Photography Award. Oui. Beaucoup de sujets. Donc voilà, c'est un concours, je rappelle, qui est ouvert à tout le monde, qui est totalement gratuit. C'est pas que pour les professionnels, qui a des catégories où on peut concourir par une série de photos, soit par une photo unique. Il y a même toute une section pour les étudiants. Il y a plein de prix, donc allez-y. Là, je crois qu'il y avait plus de 400 000 photos qui ont été posté pour le concours de l'année dernière, dont l'exposition au Somerset House est en train d'avoir lieu. Et puis, voilà, c'est plus de 217 pays. Enfin, c'est un vrai beau concours. Donc, participez. Et de la même façon, on vient d'ouvrir cette année le SFFA, le Sony Future Filmmaker Award, donc qui est géré par aussi la même organisation, qui est Créo maintenant, et donc qui permet de concourir avec des films courts,
voilà, des petits courts-métrages. Et alors, je ne sais plus, mais je crois qu'on a reçu pas loin de 4000 films pour cette première édition. Donc, c'est très, très bien. On vous attend très nombreux. C'est pareil, c'est gratuit. Il y aura des thèmes qui vont être publiés prochainement. Donc, ils ne seront pas les mêmes thèmes que l'année dernière pour concourir. Donc voilà, j'aurais tendance à dire allez-y, montrez-nous tout ce que vous savez faire et on attend beaucoup de participants français parce que nous on aime quand il y a des gagnants français. Oui, puis on les invite au micro. Il n'y en avait pas cette année au SWPA. Il n'y en avait pas cette année. Il y a eu bien sûr des lauréats, mais il n'y a pas eu de gagnants. Il y a eu des primés, des shortlistés, mais pas de gagnants français. Donc, inscrivez-vous et gagnez pour la fierté. Nous, on viendra. Et après, comme ça, vous êtes invités à la belle soirée de remise des prix au Somerset House, juste à côté. C'est très, très, très sympa. Donc, ça, c'est les deux grosses actualités. Puis, il y a une information aussi que je vais glisser doucement, mais vous savez qu'on est en 2023. 10 ans 10 ans. Bravo. Eh oui. Voilà. Bon anniversaire. Happy birthday. Bon, ça sera c'est pas tout de suite, c'est plutôt en septembre. Hein. Ça sera en octobre. Mais, au salon de la photo, alors. Voilà, on ne sait pas, on verra. Mais en tout cas, juste pour vous dire que c'est l'année du 10e anniversaire du premier boîtier hybride plein format. Des deux, ils étaient sortis en même temps, Alpha 7 et 7R. Exactement. Donc pour nous, c'est plein de choses. Plein de belles significations pour cette année. On rentre dans l'adolescence, gentiment. Pas encore. Une sacrée adolescence. Voilà, donc c'est les 3 actus Sony. Ok, merci beaucoup Fabrice d'avoir été avec nous aujourd'hui. Voilà pour cette émission spéciale dédiée aux optiques Sony E-mount. On vous donne rendez-vous dès jeudi prochain pour une émission exceptionnelle. Nous aurons le plaisir et le très grand honneur de recevoir Thomas Pesquet pour une grande émission au coin du feu. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à jeudi prochain. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.